Hey, c'est la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Matt, votre animateur, et mon co-animateur Max. Comment ça va, Max, cette semaine? Ça va excessivement bien. Et toi, Mathieu? Et je vais super bien aussi, un peu fatigué encore une fois, comme chaque semaine. Le travail c'est dur, hein. Le Pepsi bleu, ça te fait pas. Le Pepsi bleu, ouais, pis toi, hein, l'abstinence, ça te va pas non plus, hein. Tout le monde compatit avec toi. Mais cette semaine, on a une grosse semaine. On critique le film John Wick et on parle entre autres de Krypton, Kingsman et Pirates des Caraïbes. Alors, dans quelques instants, restez des nôtres, c'est les chroniques. Les chroniques. On est du côté des chroniques et comme d'habitude, on parle de ce qu'on a vu et écouté chaque semaine. Alors, je vais aller d'abord, si tu me le permets, Max. Non, mais vas-y. Quoi? Vas-y. T'es pas négatif aujourd'hui, Max. Ouais. L'abstinence, hein. Non, c'est parce que je pleure dans la douche tous les soirs, Ça va aller, Max, ça va aller. en compagnie d'un enfant. Quoi? En tout cas, continue. D'accord. Cette semaine, j'ai vu qu'un seul film, une semaine assez chargée pour moi. Ah, quand même. Toujours en adaptation à mon appartement, donc tu sais, le temps, faut que je m'habitue à... T'étais pas habitué de laver ta propre toilette. Admets-le. Et voilà, t'as tout compris, c'est quelque chose que c'est nouveau pour moi. Bref, j'ai fait un film que je m'attendais pas à écouter, c'était pas un film que je voulais voir à la base, mais j'étais avec mes amis, on cherchait un film, on n'arrivait pas à s'accorder, on a fait un compromis. C'était-tu deux pompiers et une hausse? Non, Ok. on a fait un compromis pour satisfaire tout le monde et on a choisi le Cercle 3, Cercle Ring, le titre en français. Et dans le fond, c'est une suite reboot. J'ai pas compris vraiment si c'est une suite reboot, mais en tout cas, c'est une suite de les deux premiers films classiques cultes des films d'horreur, Le Cercle, qui permet de comprendre l'origine du personnage emblématique du cercle, qui est la fille aux cheveux. Tout le monde a déjà vu l'image, aux cheveux noirs, on voit pas son visage avec une robe blanche et très creepy. Et là, on revisite cet univers-là, adapté à l'époque moderne, donc avec les nouvelles technologies, tout ça. Et ça retrace les événements qui sont passés dans les premiers films. Un film, j'ai été quand même surpris. Pas tant du côté horreur, il m'a fait un peu peur, mais il était certain prévisible à certains moments, mais aussi du côté histoire, j'ai bien aimé l'histoire originale quand même. Je sais que la critique l'a quand même pas mal ramassé. Ah, il l'a démoli. Il l'a démoli. Moi j'aime ça être plus atténué dans mes propos. Il l'a démoli. Ah, c'était de la mort, mais tellement douce. Écoute, c'est souvent dans les suites comme ça, surtout les films d'horreur, plus qu'on fait de suites, moins ils sont bons. On peut penser à Activité paranormale, Terminator 2. Conjuring, ouais, c'est Terminator, c'est un film d'horreur, clairement. Clairement. Terminator 2, il est très bon, là. c'est ça, tu sais. Bref, c'est un film qui m'a surpris, l'histoire est bonne, les personnages sont intéressants, l'ambiance est perturbante. Dès le début du film, on essaie de comprendre ce qui se passe. Sur 5, combien tu lui donnes pour le fun? Sur 100? Sur 5, sur 5. Sur 5, j'y donnais un 2.5. Je donne un 2.5 sur 5. Est-ce que t'es fin dans la vie? Non, je sais. Mais juste, il y a un concept que j'aimais bien, c'est que, Ça dans le fond, il y a ça une tourne cassette. ouais, ça tourne C'est autour. rendu avec un DVD, un Blu-ray ou une clé MP3, il y a tout changé. Ouais, c'est rendu par email. Là. C'est un fichier MP3 qui se t'envoie par email. Au début, c'est une cassette. Ouais. Et je me rappelais plus du concept, mais en le revoyant, j'ai trouvé ça quand même toujours aussi bon. La personne regarde la cassette, le téléphone sonne, il répond. Ça dit 7 jours, puis il raccroche. Puis 7 jours suivants après, la personne meurt. Puis là, ben, il y a un scientifique qui tombe là-dessus, puis il essaie de trouver une manière de compter ça. Le film commence de même. La cassette tombe entre les mains d'un scientifique qui est professeur d'université, puis il essaie de comprendre comment ça marche. Il pense que la cassette, c'est une porte vers l'au-delà. Et là, il va essayer de comprendre son fonctionnement. Fait que ça aide ses étudiants à faire des expériences. Donc, le film part de même. Mais le concept est vraiment bon. Puis, il y a vraiment beaucoup d'action et d'effets d'horreur. Même s'il en manquait quand même pas mal. Je veux dire, pour un film d'horreur, je m'attendais à avoir plus peur que ça. Mais à certains moments, on a vraiment peur. Et on est surpris aussi à certains moments. Mais le film, ils ont vraiment bien adapté à l'époque moderne. Tu sais. Je veux dire, le côté Internet, tout ça, c'est bien pensé. C'est le seul que j'ai vu. Je vais parler de deux séries que j'ai déjà parlé, mais que je réécoute régulièrement. Là, je suis en train de faire un marathon de la série Burn Notice, ou en français Agent Libre, qui est une série d'action humoristique qui date de quelques années déjà. Il y a 7 saisons au total. Je viens d'arriver à la saison 3, presque finie. Et dans le fond, je veux juste faire une mise au point. En force d'avancer la saison, on peut mieux se faire une opinion de la série. Et je trouve que la série elle trouve toujours moyen de bien se renouveler. Parce que chaque épisode fonctionne que le personnage principal, qui est un ancien agent secret, accepte une mission pour aider quelqu'un à Miami, une personne, un pauvre, un riche, un barman, un livreur de pizza, n'importe qui va l'aider à résoudre un petit problème qu'il n'a pas pas capable de régler. Il trouve toujours moyen de renouveler ce principe-là, tout en gardant le fil conducteur que le personnage principal
principal essaie de retrouver son ancienne vie. Tranquillement, il avance dans ce progrès-là. Et des fois, il se fait reculer, il avance et on apprend de nouveaux éléments. Et son équipe autour de lui est toujours aussi bonne. Avec son meilleur ami qui joue par Bruce Campbell, qui est un acteur que je connaissais peu, mais que je trouve vraiment excellent et très drôle. Et dans la série, son ex-copine qui va être toujours là pour lui, qui joue par une actrice que je trouve très belle, Gabrielle Anwar. Et je trouve que leur trio est vraiment un trio dynamique et qui a une bonne chimie entre eux. Ils ont dû vraiment s'amuser à faire ça. J'aime ça écouter la série, puis je vais continuer à l'écouter. Je trouve qu'il y a des séries qui perdent leur qualité en avançant les saisons, mais je trouve que celle-ci, elle s'améliore. Il y a des épisodes, t'écoutes ça, puis tu tombes sur le cul tellement que c'est bon, là. Puis ils font beaucoup de références, puis il y a beaucoup d'acteurs connus qui ont joué dans cette série-là. Soit des caméos, soit vraiment des personnages secondaires de l'histoire. Mais vraiment, c'est une série surprenante. Puis maintenant, la série que je voulais te parler avant de laisser la parole à Max, parce que Max est très bavard en ce moment. Je te laisse parler, C'est la série Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Qui est rendue à sa 4e saison. Et c'est pas encore confirmé qu'il va y avoir une 5e saison. Les fans espèrent parce qu'ils se sont beaucoup améliorés. C'est une des séries qui a prouvé qu'avec le temps, on peut s'améliorer. La première saison était correcte, la deuxième était moyenne. Et là, 3-4, on peut remonter la pente. Et c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai appris à l'aimer. J'ai détesté des bouts, mais j'ai appris à l'aimer. Et dans fond, comment ça marche la dernière saison, c'est qu'il est divisé en 3 arcs. Les 20 épisodes ou 22 épisodes de la saison sont divisés en 3 parties. Et là, on est rendu à la dernière partie de la saison. Et là, ils ont pris un nouveau concept vraiment intéressant. C'est un peu le même principe que la Matrice. Tous les personnages sont pris dans un univers, une réalité virtuelle. Et ils doivent trouver un moyen de s'en sortir de là. Puis ils sont tous connectés. Puis dans le fond, là-dedans, c'est une nouvelle réalité. Puis là, ils en profitent pour faire plein de choses qu'ils ne pourraient pas faire dans l'univers actuel. Genre des personnages qui sont morts, qui font ramener, des intrigues impossibles, genre Hydra qui contrôle le monde entier, des trucs du genre. Puis l'ambiance est vraiment bonne, puis c'est filmé d'une façon différente, un peu plus sombre. Même la série apprend un côté beaucoup plus sombre avec ce principe-là, parce qu'ils peuvent prendre la liberté qu'ils veulent. Donc c'est quand même assez. C'est quand même plus. Je trouve encore meilleur. Je trouve que tout ce qui est super-héros, quand ça devient plus sombre, je trouve que ça gagne en termes de valeur. Même si l'humour c'est bon, mais quand il y a trop d'humour, à un moment donné, ça fait juste perdre le goût d'écouter l'œuvre des super-héros. Mais vraiment, je trouve que le dernier arc, ceux qui ont peut-être arrêté dans les dernières saisons avant, continuer. Cette saison-là vaut vraiment la peine, surtout avec le début et la fin de la série. Le début, surtout avec ils ont décidé de réintroduire, ils ont laissé une autre chance au personnage de Ghost Rider, qui c'est un des héros qu'on appelle les héros maudit du cinéma parce qu'ils ont eu le droit à plusieurs adaptations, puis à chaque fois ça n'a pas marché. Et là, ils l'ont adapté pour la série, ils l'ont très bien adapté. Et aussi pour la dernière partie qui est vraiment bonne, comme je dis, c'est comme un peu la Matrice. Ceux qui ont aimé la Matrice, vous allez vous retrouver, c'est un peu le même principe, c'est vraiment super bon. Et là, je te laisse parler, Max. Ah, écoute, y a pas de problème, Mathieu. C'est plate, hein, Ghost Rider, que ça soit juste viré dans Angel of Shield. Je me sens que ça mérite tellement mieux que ça. Ben, je vais en parler tantôt de ma chronique, mais il y a plusieurs super-héros qui sont comme dans la blacklist. C'est des héros qu'ils ont essayé plusieurs fois, puis à chaque fois ça marche jamais. Les gens ils accrochent pas ou c'est mal réalisé. Et Ghost Rider, ça a été 2 fois avec Nicolas Cage. Puis c'était à son moment où que Nicolas Cage il faisait tout pour avoir du cash. Là. Ouais, parce qu'il était endetté au bout. Là. Oh, ouais, je m'en rappelle. Ouais. En tout cas, on en reparlera tantôt. Bon, mais moi cette semaine, j'ai pas écouté grand chose moi non plus. J'ai écouté seulement 2 films, puis je les ai écoutés en fin de semaine. J'étais occupé un peu par le hockey vu que c'était les séries, puis malheureusement, c'est fini. Hein? À qui le dis-tu? Je m'y attendais. Ok, je vais commencer par le film que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis je m'attendais à rien. Le film fait 15 ans qu'il est sorti, puis je l'avais toujours pas vu. C'est 28 jours plus tard. Ok, ouais. Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là. C'est un film d'horreur, je crois. Oui, horreur zombie, mais c'était quand même assez. Pour l'époque, c'était quand même assez Je me ambitieux. rappelle bien, c'est genre une série, il y a comme 3 films, je pense, c'est ça? Il y en a deux. C'est 28 jours plus tard, puis t'as 28 semaines plus tard. Ah, c'est ça. Et c'est là que depuis des années que ça tombe à plat pour 28 mois plus tard. Ok, j'ai vu le premier, j'ai vu celui-là que tu vas parler. Mais écoute, sérieusement, je pense que c'était très avant-gardiste pour son temps. Il n'y a pas eu tant de films de zombies dans ce genre-là, à cette époque-là. Puis ça faisait penser à un peu à... Comment il s'appelait le film avec Will Smith puis qui était tout seul? I Am a Legend. Ouais, je suis une légende. Dans le fond, le gars se réveille dans le coma, ou un peu comme Walking Dead, dans le fond. Mais il se réveille, puis dans le fond, la ville est vide. Puis dans le fond, il apprend pendant les 28 jours qu'il était dans le coma, la ville a été saccagée par un virus qui provient de la rage. Et dans le fond, le monde devient fou furieux et veulent te tuer automatiquement. Viennent les yeux rouges, tout ça. Et pour vrai, il n'y a pas tant de zombies dans le film. Mais il y a eu une ambiance exceptionnelle dans ce film-là. J'étais sur le cul. Puis écoute,
tout le long, j'étais absorbé par ce qui allait arriver. Puis t'es tout le temps stressé pour ces personnes-là parce que tu le sais qu'ils sont vulnérables. Oui. Ça fait que ça rend comme un sentiment, d'attachement, puis de deux, t'as comme une compassion pour eux autres. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Sinon, le deuxième film, j'ai voulu augmenter mon quotient intellectuel, j'ai voulu raffiner mes connaissances sur le corps humain. Je me suis dit, il faut que j'apprenne. Écouter un documentaire sur la science. Oui, ça s'appelait Jackass 3. Ah, ça va être pertinent. Écoute, j'avais vu ce film-là à l'époque au cinéma en 3D. T'étais allé voir ça au cinéma en 3D. Ah, écoute, j'avais ri là. De la merde en 3D, moi ça me fait rire. Moi ça me fait rire, c'est automatique. Puis je l'ai réécouté, ça faisait comme 1 an et demi, 2 ans, je l'avais pas vu. Puis écoute, j'ai tellement ri encore. J'annonce que je cherche un nouvel animateur pour mon podcast. Hey, dude, mais t'as dit que le premier film était exposé dans un musée d'art contemporain, pour vrai? Pour vrai? Ouais, considéré comme un film d'art contemporain. Oh my god. Mais écoute, y a personne qui font ça. Y a pas personne qui font oui. Tu sais, je faisais, oui, il y a eu les Dudson, il y a eu... Tu sais, mais ça accotera jamais les gars de Jackass, autant juste parce que t'as l'impression que c'est une gang de chums. Ils se disent, ah ouais, on se fait des défis, ah ouais, go! Moi, ça me fait rire. Puis écoute, je vais te donner un exemple, je suis désolé, faut me censurer après si vous voulez. Steve-O, un des personnes fortes du groupe, met un bocal sur sa tête avec un tuyau, avec un... comment on appellerait ça? Un genre de tuyau, si mettons tu veux verser du liquide dans quelque chose. Ouais. En tout cas, cet objet-là, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Il met ça dans le tuyau, puis il prend la base de la gang, et il s'assied sur le tuyau, puis il commence à chier. Oh. C'est instantané, Steve-O. Une vomi, là. Une quantité énorme. Tu regardes le film, t'es comme... En 3D? Ouais, je l'ai vu ça en 3D en plus. J'avais mal au cœur. Je filais pas bien. Mais je riais, là. Ah, moi, ça me fait rire. Ça me fait... Max, t'as besoin de voir un psychologue, je pense. Ou un psychiatre. J'ai tous les films, j'ai tout acheté. Puis, écoute, moi, ils me font rire, ces gars-là, ça n'a pas de sens. J'ai jamais trouvé Jackass drôle, moi. Ah, donne-toi la peine ou... va butiner de l'herbe. Peut-être sur un trip de potes, là, je vais écouter Jackass. Là. Ah, mais d'autres, c'est tellement drôle. Oh mon dieu. Tu l'écouterais avec moi, là, je sais que tu vas Bref, pour oublier ça, on va être dans l'actualité pour changer, changer de thématique. Okay. Non, on va changer de thématique, on va être dans l'actualité. Ouais. Et je vais te laisser partir. Ok. Quelle actualité que tu as à nous dire cette semaine? Écoute, j'ai voulu être original cette semaine puis parler juste de super-héros. Hey, t'es vraiment original. Oui, je sais, mais pour vrai, j'ai fait le tour. Je trouve rien d'autre. Le tour, il a regardé juste d'ici, le site officiel. Là. Non, j'ai pas de DC en plus. C'est juste du Marvel. Je vous dis tout de suite, là, moi ce que j'ai, c'est juste du Marvel. Dans le fond, on a une date de sortie pour Deadpool, les New Mutants et X-Men de Dark Phoenix, qui sont les nouveaux films annoncés par la Fox. Oui. Dans le fond, on reste dans l'univers des X-Men en masse, hein? Ouais, ben c'est. Fox sont avec leur propre univers de mutants et qui veulent faire un peu comme concurrence aux autres univers en faisant offrir plusieurs films à chaque année. Là, ils sont rendus, je pense, à un ratio de 2 films par an. Et ils sont partis pour un univers assez étendu. T'en as nommé 3. Cette année, il y en a 3. L'année prochaine, il y en a 3. T'en as nommé 3, mais il y en a toujours un qui n'a pas encore eu de date officielle, qui est le film Gambit, qui est toujours en attente. On sait pas s'il existe ou Je pense existe. que c'est mort, ça. Mais c'est quoi cette année? Il y a juste Logan? Oui. Il y a juste Logan. Probablement que l'année prochaine, il va avoir un. Ouais, c'est comme ils relancent tout ça. Et c'est intéressant parce que X-Men Dark Phoenix, c'est la suite de Apocalypse, voilà. Ils continuent la saga avec les mêmes personnages, en tout cas pour la plupart. Même si Jennifer Lawrence a dit qu'elle voulait pas refaire son personnage. Parce qu'elle avait sûrement signé un contrat de 3 films. Puis écoute, dans le premier film, elle était plus ou moins connue encore à l'époque. Ouais. Fait qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. Puis, surtout que c'est quelque chose pour elle parce que ça lui prend 7 heures faire son costume. Ah ouais, j'imagine. Mais de toute façon, dans le fond, Deadpool va sortir le 1er juin 2018. Oh! Fait que là, ils se sont dit, on le sort pas en février, on le sort en plein été. Probablement que ça va rouler encore plus. New Mutants va sortir le 13 avril 2018. Fait que quelques mois avant Deadpool. Et X-Men Dark Phoenix va sortir à la fin de l'année, le 2 novembre. Ah. Alors, mettez ça sur votre calendrier. C'est noté. Sinon, le Captain Marvel, le film qui va être le premier film de l'univers Marvel qui fait partie, comment je pourrais dire, de l'univers cinématographique et Iron Man, Thor, tout ça. Il va y avoir le premier film avec une super héroïne. Je t'arrête tout de suite. Ils ont fait un film. Non, moi je parle de l'univers actuel. Je te parle de l'univers actuel. Dans les spéciales fait-up de Captain America, il avait fait un film sur Agent Carter, qui est la copine de Captain America. Avant de faire la série, ils ont fait un film d'1 heure qui était dans les spéciales fait-up de Captain America. Ah, ben, en tout cas, c'est juste pour les peu blockbuster, là. Non, je te niaise, c'est mais juste dans le fond, le film, on va apprendre, parce que une des demandes qu'il y avait beaucoup, c'était que ce soit une réalisatrice qui réalise le film sur cette première super-héroïne. Puis je suis d'accord,
Marvel n'ont pas encore. Puis c'est la première fois qu'on a une réalisatrice accompagnée d'un réalisateur. C'était un duo, mais c'est correct, au moins. Elle va avoir son mot à dire. Ça va être réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. Je suis allé voir, je survolais un petit peu ce qu'ils ont fait dans la vie. C'est surtout des films indépendants. Mais Marvel, ils sont bons. Ils vont beaucoup chercher des réalisateurs qui sont plus ou moins connus. Tu sais, comme les frères Rousseau qui s'occupent des Avengers et Captain America. Ils avaient juste fait des épisodes de série, là. C'est quand même. Marvel, il est avant-gardiste, c'est courageux. Non, mais là, c'est la même affaire. Ils ont fait des séries pour Billion, The Affair et Looking. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ah. Mais, écoute, Marvel, absolument, ils ont le flair pour les réalisateurs indépendants qui réalisent des films blockbusters. On verra bien. Oui, j'ai un petit bémol à ajouter à ça. J'ai lu les commentaires qui ont annoncé la nouvelle. J'aime ça voir l'opinion des gens. J'étais surpris comment les gens ont rapidement critiqué le choix et chialé du fait disant qu'ils n'ont pas laissé une femme tout seule réaliser le film, ils ont mis un réalisateur avec elle. Oui, je comprends le point, mais tu sais, en quelque part, c'est déjà mieux que pas pantoute, là. Ouais, c'est ça, c'est quand même un bon compromis. Écoute, moi, tant qu'à moi, au moins, il y a un effort. Mais là, c'est un duo, tu sais, probablement qu'il voulait elle, mais en même temps, lui aussi pouvait être un appui supplémentaire pour elle, fait. Parce que je parle à travers mon chapeau, je connais pas l'histoire, là. Non, mais je disais, je suis pas contre l'idée, mais je disais, moi, c'est l'opinion que j'ai vue des gens, et je disais, ils s'attendaient à ce que ce soit une réalisatrice, et je peux comprendre qu'ils ont l'impression que Marvel a peur de laisser une femme réaliser un film de sortir sur une femme. C'est de valeur. C'est de valeur, mais je veux dire, c'est pas... Elle va faire ses preuves, cette réalisatrice-là. Qui sait, elle va peut-être s'occuper de la suite, et ainsi de suite. Ouais, parce que moi, je crois à ce projet-là. Moi aussi, je crois à ça. Ça va être très original. Un personnage qu'on n'a jamais vu en film. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hey, by the way, nouvelle qui n'est pas mise là. Luke Cage, la saison 2 a commencé à être tournée au mois de juin. Oh! Petite short nouvelle. Et dans la short nouvelle, 5 scènes vont être rajetées au post-crédit de Guardians of the Galaxy Volume 2. Alors, on va avoir droit à 5 post-crédits. Pas une, pas deux! 5! Man! C'est... Record Guinness! Donnez-leur le record Guinness! Sur du 5, tu sais, je m'attends qu'il va y avoir des gens qui vont sûrement être juste des sketchs, ça va juste drôle. Mais je veux quelque chose. Là, je veux un teaser là, pour Avengers. Moi, je te paye qu'il y en a une sur Groot. Probablement. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'on va en avoir sûrement un pour le méchant du prochain film, puis sûrement... D'après moi, il va en avoir une qui va teaser l'Avenger, parce qu'ils vont être dans l'Avenger. C'est ce que je pense moi aussi. Probablement qu'ils vont avoir un appel, puis il faut aller rejoindre les Avengers! Un man qui va les voir dans leur vaisseau, là. Hey les gars! Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais. Sinon, moi, c'est tout pour mes nouvelles. Et toi, Mathieu, quelles sont tes nouvelles? Encore une fois, je peux pas m'empêcher, super-héros, il y en a partout, il y a juste ça qu'on parle ces temps-ci. J'ai quand même quelques nouvelles hors ça, mais je vais commencer par une nouvelle super-héros pour cleaner le tout. Vas-y. Ma première nouvelle, il y avait une série qui était annoncée depuis un certain temps. Ça avait passé un peu sous le pont, on l'avait pas trop remarqué. Et là, ils ont sorti la bande-annonce de la série Cloak and Dagger, deux super-héros de l'univers de Marvel, quand même relativement connus dans l'univers des comics, un peu plus secondaire. Je me souviens d'eux parce qu'ils ont participé à la Civil War, qui est un des plus gros comics de Marvel. Dans le fond, pour faire simple, c'est une fille et un gars qui chacun ont un pouvoir que s'ils sont ensemble, leurs pouvoirs sont plus forts. La fille peut créer des dagues de lumière et le gars, lui, avec sa cape, il peut aller dans une dimension d'ombre, donc il peut cacher le monde, puis avec le temps, il apprend qu'il peut se déporter avec, bref. Et leurs pouvoirs sont plus unis ensemble, mais en même temps, ça rend leur vie plus compliquée. Et c'est là que la bande-annonce met en phase les deux personnages qui, au début, se connaissent pas, ils finissent par s'encontrer, et ça bouleverse leur vie. Et tranquillement, ils découvrent qu'ils ont chacun des pouvoirs, et apprennent à les maîtriser, tout ça. La bonne partie, je dirais la majorité de partie de la bande-annonce ne donne pas l'impression que c'est une série vraiment sérieuse. Ça donne plus une série genre adolescente. Mais quand même, ça va l'air quand même relativement un peu sombre. Ben, il y avait comme un côté sombre, mais un côté adolescent, un peu à la Teen Wolf, genre. Ouais. Mais la fin m'a donné un peu plus le goût, parce que là, on voyait les effets spéciaux, tout ça. Puis ça fait partie de l'univers Marvel, j'étais pas sûr si c'était consensuel, puis oui, ça fait partie. Ouais, c'est ça, puis j'étais surpris quand même s'il y en a qui ont critiqué les effets spéciaux, dont les pouvoirs de Dagger, ces espèces de cristaux blancs qu'elle avait dans les mains. On verra dans le résultat final. Ouais, c'est ça, on voit rien. Mais c'est ça, ils ont pas tant donné d'image, mais ça donne une ambiance, je reste sceptique. Souvent, j'accroche automatiquement à ces trucs de Marvel.
Là, je suis un peu plus sceptique. Comme il y avait comme les séries qui ont sorti récemment, mettons Légion, que j'ai pas encore la chance de tester. Ça a l'air que c'est super bon. Ouais, c'est ça. Je vais leur laisser une chance bientôt parce que la critique est vraiment bonne pour eux. Contrairement à la série Parler-esque qui frôle à chaque semaine d'être annulée. Ça, c'est très. Ouais, en tout cas. Bref, encore dans ce qui est super-héros, il y a une autre bande-annonce qui est sortie. Ouais, c'est quand même ambitieuse. Hein? Ambitieuse, très ambitieuse sur une série. Après la série Gotham qui retrace l'univers de Batman avant Batman, on a droit à une série qui s'appelle Krypton qui va relater les événements avant l'univers de Superman. Donc on va suivre le grand-père de Superman à Krypton sur sa planète. Et donc c'est une série science-fiction. Sur sa première bande-annonce, ça en jette. Les effets spéciaux sont malades, les décors sont fous. Et je tiens à préciser quelque chose. C'est la première série de DC qui est consensuelle avec les films. Oui, et c'est même celui qui s'est occupé de Man of Steel qui s'occupe de la série. Et on voit beaucoup d'éléments, les logos, la clé. Visuellement, c'est époustouflant. Là. Ah, c'est fou, là, on s'attend... Pour une série, là, tabarouette. Écoute, puis ils ont vraiment pris plein d'éléments du film, dont les logos, les décors, aussi la clé qui est un élément important de Man of Steel. On la voit dans le film, dans la bande-annonce vers la fin. C'est vraiment intéressant. C'est une série très sombre. Et ambitieuse. On suit le grand-père, comme j'ai dit, de Superman qui cherche à laver le nom de sa famille parce qu'il a été mis. Sa famille a été comme mis en disgrâce. Il va se battre pour sa famille, pour sa patrie, tout ça. C'est vraiment intéressant. Au début, j'étais vraiment froid sur ce projet-là. Autant que la série Gotham m'avait surpris, autant que je m'attendais pas à grand chose de Krypton parce qu'il explorait un univers qu'on n'a jamais vraiment exploré. Gotham, ça a déjà été pas mal exploré avant, même si c'est nouveau. Parce que Gotham en soi est un personnage, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Oh, ouais. Et littéralement, il y a un super-héros qui s'appelle Gotham. Oh, J'ai juste surpris que tu le savais, bref, c'est pas grave. Et Krypton, c'est l'univers qui va l'exploiter, c'est très peu exploité dans les comics. On a soit l'origine de Superman, mais on n'a pas. C'est rare qu'ils vont exploiter l'univers de les Kryptoniens. Donc là, c'est vraiment intéressant. J'attends d'en voir plus, mais la balance m'a convaincu. Ça m'a coupé le souffle. Bref, je vais quitter Spyro parce que tu sais, il n'y a pas juste ça dans la vie. On a le droit à un teaser, je qualifierais explosif, de la suite d'un film qui lui aussi m'a surpris sans plus attendre. Sauf un peu pour le méchant que j'ai trouvé un peu mou. Kingsman 2. Ah, moi je l'avais aimé. Samuel Jackson, moi je l'avais aimé. Je n'avais pas trop aimé son personnage de méchant. Je trouvais qu'il, en tout cas, bref, il a fait t'as le droit. Ouais, bref, ils ont sorti un teaser. On voit beaucoup d'images saccadées rapidement d'action, de scènes, filles en sous-vêtements, explosions, tattoon. Ali Berry aussi. Ali Berry. Vraiment, ça a l'air débile comme film, aussi bourré d'action que le premier. On voit pas les scènes de combat encore, mais je m'attends à ce que ce soit aussi intense que le premier, parce que les scènes qui étaient c'est ça qui était particulier du premier, les scènes de combat qui étaient une rapidité, c'était saccadé, et c'était vraiment bien fait. J'avais beaucoup adoré. Et là, c'est intéressant parce que là, ils vont quitter Londres pour aller aux États-Unis, rejoindre leur équivalent américain qui va être représenté par Channing Tatum et Ali Berry. Donc, ça va être intéressant. On voit Tatum avec un chapeau de cowboy, puis un fusil, tout ça. Il a l'air d'un... Ali Berry a l'air d'être une infirmière, un peu. Ouais, elle a l'air d'une agente, en tout cas. Mais l'action a l'air bonne. On peut pas vraiment en dire tant que ça, parce que les éléments sont peu. Mais je pense que la semaine prochaine, la vraie bande-annonce. Ouais, ils l'ont annoncé rapidement, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis ma dernière nouvelle, c'est dans la dernière bande-annonce, ils ont sorti une bande-annonce d'un film que j'ai tellement hâte d'aller voir, Pirates des Caraïbes 5. Qui a l'air tellement mieux que Men No Tale, je pense. Le Dead Men No Tales. Voilà, ça. C'est le nom, en fait, du manège original. Ouais? Parce que la série est basée sur un manège à Disney. C'est quoi le nom en français? C'est Pirates des Caraïbes, la malédiction de Salazar. C'est ça le nom du film? C'est le nom du méchant, mais bref. Ouais, je sais. Et là, dans la nouvelle annonce, en plus d'avoir beaucoup de nouveaux éléments, de décor, tout ça, et ça a coupé les souffles, c'est vraiment démentiel, on aperçoit un personnage qui n'était pas encore confirmé, qui est le retour de Elizabeth Swann, qui est jouée par Keira Knightley. Tu ris de ma gueule, hein? C'est correct, même moi, je suis pas capable de le dire. Bref, l'actrice Keira Knightley, ça doit être Knightley. Bref, l'actrice britannique qui jouait Elizabeth Swann dans la première trilogie revient faire son personnage dans le nouveau film. C'était déjà annoncé qu'il allait avoir Will Turner avec ton acteur préféré, Bloom. Arrête de rire. Et là, écoute, on s'y attendait pas. Et c'est moins sceptique ce côté-là du film, dans le sens que pour ceux qui ne savaient pas, il y avait une scène post-générique après le troisième film où on peut voir Will Turner revenir après 10 ans à terre ferme. Et il voyait sa femme, Elizabeth Swann, qui avait un enfant.
Donc, ça faisait comme conclure l'histoire. Mais là, comment on va faire pour expliquer ça dans le film? On verra. Ouais, Parce qu'il est sur le navire, Will Turner. ouais. Mais si elle est là, c'est parce qu'ils vont se croiser, c'est sûr et certain. Là. Ouais. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais j'étais vraiment également surpris de l'avoir. C'est un personnage que j'avais beaucoup aimé. J'étais déçu qu'elle soit pas dans le 4. Ouais, ben, le 4, c'était comme pour relancer la saga, une nouvelle trilogie. Mais ça foirait un peu. Tout le monde le bâche, ce film. C'était pas tempé, mais c'était vraiment pas à la hauteur des 3 premiers. Là. On s'entend surtout qu'il y a un méchant qui était censé être vraiment imposant, qui était un peu plus mou. En tout cas, puis le scénario qui est dur à suivre, à part le début qui est malade. Bref, c'était notre actualité. On va être dans le hors-sujet cette semaine. Cette semaine, ben, comme chaque semaine. Je vais te laisser aller en premier. Ok. Parce que je veux un peu débattre avec toi après. Ok, ça me va, j'aime ça débattre. Vas-y. J'ai joué à 2 jeux. Un que j'avais déjà parlé la semaine passée, que je reparle parce que je suis sur le point de le finir une première fois, qui est Infamous Second Son, le troisième de la série des Infamous, où on incarne une personne qui a des pouvoirs, une sorte de super-héros, où on peut être un méchant aussi. Et ce qui est vraiment le fun de ce opus-là, c'est qu'on a différents types de pouvoirs. On a jusqu'à 4 pouvoirs différents. Et on peut vraiment switcher entre chaque. Et j'ai pu vraiment exploiter tous les pouvoirs, sauf le dernier encore, mais j'ai pas fini le jeu. Et c'est vraiment fou. J'aime cette ouverture dans ce jeu-là, qu'on peut alterner. Au début, je comprenais pas comment, parce que quand on obtient notre deuxième pouvoir, il nous explique pas comment équiper notre premier. Juste par curiosité, est-ce que tu joues avec tes écouteurs ou sans écouteurs? Sans écouteurs, je joue avec ma télé. Ok, fait que dans le fond, toi aussi, t'entends le son qui rentre dans ta manette. Oui! Ça, c'est vraiment bien fait. Puis quand tu dois faire des graffitis, Oui! faut que tu mettes ta manette de côté comme une cacane, ta Shake, brasse. ouais. Puis là, tu passes sur le L2. Puis C'est des petits trucs que je trouve qui s'est bien passé, puis c'est la preuve que c'est une exclusivité de PlayStation. ben, c'était pour exploiter, en fait. Mais il y a personne qui utilise ça dans les autres jeux. Ouais, mais je trouve ça bien pensé, puis j'aime ça. Je me suis amusé à taguer tous les trucs que je pouvais parce que j'aimais ça, ce concept-là. Mais j'aime l'univers, j'aime le jeu, j'aime l'action qui s'en déroule. Même la difficulté, des fois, je trouve, est pas bien dosée. Des fois, elle est très facile, des fois, elle est des fois très facile, des fois très difficile. Je veux dire, il y a des bouts que je capture une base, ça prend 2 secondes, j'arrive à une autre place, puis je me fais carnarder, puis je meurs après 2 secondes. Des fois, c'est gossant, ou des fois, je cherche à avoir un pouvoir, puis dans le cas où je suis pas capable de l'obtenir, parce que pour échanger de pouvoir, il faut que tu absorbes l'énergie de ce pouvoir-là. Donc, les 3 pouvoirs principaux, c'est la fumée, le néon et les vidéos. Mais des fois, tu n'as pas accès à un des 3 parce que dans ta zone, il y a, mettons, juste la fumée. Fait que là, c'est un peu... Ben, si mettons, tu vas dans le centre-ville, il y a plus de néon. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, des fois, ça gosse, tu veux te battre, puis t'es comme, ben là, je suis tanné de me battre avec la fumée, je veux l'autre pouvoir. Puis t'aimes ça alterner. J'aurais aimé ça, peut-être que c'est juste un bouton sur ta manette qui fait que tu peux le switcher, puis quand t'es vide, tu te recharges. Mais je pense que c'est voulu. C'était un choix de gameplay, je pense. Ouais, ben c'est un choix de gameplay, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me chicote un peu, mais on finit par s'adapter. Et sinon, c'est vraiment bon. Le point négatif, je l'ai déjà dit, le jeu il est court. On le voit directement avec l'histoire. Quand on écoute, l'histoire est très simple, elle est pas longue. C'est dommage. C'est son plus C'est gros dommage point parce qu'il y a faible. plusieurs éléments intéressants de l'histoire. Chaque personnage qu'on rencontre, les autres qui ont des pouvoirs, qu'on vole leurs pouvoirs, ils ont toute une histoire intéressante. On a une bref résumé de leur vie, mais c'est vraiment intéressant. Et la méchante qu'on voit presque pas, qui fait juste une pression sur la ville, tout C'est ça. juste chiante, dans le fond. Ouais, juste chiant. Mais c'est ça. Contrairement au 1-2 qui a des histoires à couper le souffle, là, c'est plus. Ils ont mis plus le côté amusez-vous que. Ben, je pense que je le voyais plus comme une démo technique à la PS4. Tu sais, c'était un jeu qui n'est pas lancement, mais dans la première année de la PlayStation 4. Puis, tu sais, dans le fond, on voulait montrer, gars, regardez les expressions faciales, regardez ce qu'on peut faire avec la manette. Ça, je l'ai plus vu comme une. Ouais, on peut le voir de même. On m'avait dit que j'ai pas encore joué, mais je vais sûrement le pogner. Il y a un DLC à ce jeu-là Ouais, First Light, là. qui permet de jouer la fille qu'on rencontre dans le jeu qui a les pouvoirs de néon. Elle paraît son histoire est très intéressante. J'ai pas la chance d'essayer, mais elle paraît c'est quasiment aussi intéressant que le jeu de base. Donc, je suis curieux de voir ça. Le deuxième jeu que je veux parler, c'est un jeu que je me suis acheté tout récemment. Je suis dans une phase, moi, FPS, et je joue avec mes amis et je veux éviter tout ce qui est Call of Duty et merde. Là. Donc, je cherche des jeux vraiment bons. Je sais que toi, t'es un grand partisan, mais écoute, un jour, tu vas réussir à te guérir, c'est une question de temps. Mais bref, je cherche autre jeu parce que, juste parenthèse de même, j'ai fait des recherches cette semaine et je me suis dit, hey, quels sont les jeux qui jouent en multijoueur en FPS? Puis là, je tape FPS multijoueur PS4 sur Google et qu'est-ce que ça sort? À peu près 30 jeux de Call of Duty back-à-back avant de me donner un autre jeu. J'étais un peu découragé. Surtout que The Division, c'est pas un FPS. Il est classé en FPS. Non, c'est un TPS. Third Person Shooter. Whatever. Bref, c'est un jeu de shooter. Et j'ai décidé de l'acheter pas cher, parce qu'il est rendu pas cher, Ouais, pour le tester avec mon ami, mon collègue. Là, il est sorti en mars l'année passée. Et j'ai payé genre 25$. Et j'ai pu le tester. C'est un jeu intéressant parce qu'il met un côté MMO, c'est un monde ouvert.
L'histoire est intéressante. Je m'attendais pas à ça, dans le sens que je m'attendais à ce que ce soit un monde un peu à la Je suis une légende, tu sais, si la ville est vide puis il y a des zombies partout. Mais en fait, non, c'est juste des gens qui s'entretuent dans la ville. Ouais. Parce qu'en gros, The Division, ce qui se passe, c'est que dès le début de l'histoire, il y a une épidémie d'une variole modifiée génétiquement qui ravage toute New York. Qui a été mis sur l'argent dans le fond, puis vu que l'argent tout le monde Ouais. touche, ben. Et ils ont dû isoler la ville pour pas que ça se répande partout. C'est vraiment un bon concept. Ouais, le concept est vraiment bon. Et toutes les forces de l'ordre ont essayé de maîtriser ça. Il n'y en a aucun qui a réussi. La police, l'armée, la SWAT, il n'y a personne qui a réussi. Et là, ils disent on n'a pas le choix, on active la division. La division, c'est des agents dormants qui sont formés pour toutes les situations. Donc, nous, notre personnage, c'est un de la division. On peut choisir son look, tout ça. Et là, on est projeté à New York. Là, on doit aider à régler cette épidémie-là. Et là, c'est vraiment un monde vert. On se promène dans les quartiers de New York, El Kitchen, Times Square. C'est vraiment cool. Et on se bat contre des ennemis. C'est comme un MMO, il y a des zones avec des niveaux, tout ça. Et, il y a des armes. Il y a 3, si on peut dire, classes. T'as la sécurité qui est le tank. T'as le technicien qui est le DPS. Puis t'as le médecin, je pense, qui est le soin dans le fond. Et on chacun leur branche de compétences qu'on a là, parce qu'on a une base qu'on peut améliorer pour avoir des améliorations. Vraiment, c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est quand même un peu limité pour quand même un jeu qui se dit MMO, même si c'est quand même pas mal de choses. Mais c'est un jeu que je trouve que il sait rapidement dans ce côté-là, parce qu'on rapidement on cumule beaucoup d'améliorations. Il y a quand même pas tant d'améliorations que ça. Mais sinon, le gameplay est intéressant. Les combats, tout ça, c'est très dynamique. Il n'y a pas tant de lagage. Des fois, ça arrive un peu. Ce qui est frustrant, des fois, c'est que c'est débalancé. On fait une mission pour aller pas qui est plus haute que nous, parce qu'on est juste dans le move de faire la mission. Et là, on rush le long, puis on finit par devoir faire 10 fois le boss en réussir. Puis de l'avoir de justesse. Parce que c'est un sniper qui est au bout de la map, puis on n'a pas de sniper. Fait que là, genre, on rush pour le descendre. Il y a des bouts de même qui ça peut débalancer, mais en tant que tel, le gameplay, j'ai trouvé vraiment bon. Ben vraiment bon, correct, bon correct là. Mais l'ambiance, j'ai vraiment aimé l'ambiance. J'ai pas encore essayé le PVP, ça me l'air un peu intense. Mon coloc l'a essayé, il a frustré un peu. Ouais, moi personnellement, j'ai pas aimé ça. Mais il y en a qui ont trippé là. Ce qu'on m'a dit, généralement, le PVP il est vraiment chiant. Surtout que le principe c'est que genre t'as des zones où tu ramasses des boîtes, là t'es accroches, puis là faut t'es défendre pendant qu'ils s'en aillent. Ben surtout que t'es arrivé un an plus tard, fait que le monde qui joue depuis un an sont bons en plus. Ouais. En tout cas, c'est comme quelqu'un qui décide de sauter sur Overwatch ou Rainbow Six. Là, bonne chance mon chum. Ouais, c'est le genre de jeu qui me tape ses nerfs parce que si tu joues pas multijoueur, t'es fait. Ben c'est un jeu axé sur une multi. Ouais. Co-op. Mais tu sais, The Division, j'y joue parce que je peux jouer avec mon ami, on joue en gang, Ouais, on je s'amuse. C'est pas le PVP que Je je peux jouer cherche. avec toi aussi, je l'ai là. Ouais, on pourrait jouer. Mais c'est pas le PVP que je suis allé chercher à ce jeu-là. C'est vraiment pour m'amuser à tirer sur du monde puis m'amuser. Le seul point aussi que je peux ajouter qui m'a déçu, c'est qu'il n'y a pas d'armes explosives. Moi, je suis quelqu'un qui est un maniaque de roquettes. Et dans ce jeu-là, ils n'ont pas mis d'armes explosives. C'est comme shotgun, mitraillette, mitraillette légère, sniper, pistolet, tout ça. Et il y a pas de. J'aurais aimé ça qu'ils mettent des roquettes. Je sais pas, ça aurait pu être bien. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Bref, c'est ça que je voulais parler de mon sujet. Je te laisse y aller. Moi, je vais débattre avec toi, puis je le sais déjà ton opinion. Ah ouais, t'es un clairvoyant. Oh non, juste que tu viens de le dire il y a 3-4 minutes. Cette semaine, on a eu la révélation officielle de Call of Duty World War II. Et c'est ainsi que je quitte le podcast. Sois honnête, tu as joué au premier Call of Duty, le 1, 2, 3, qui était à l'époque de la Deuxième Guerre Je me suis arrêté au 5e, vois-tu. Bon, tu vois, t'es à jouer les jeux de guerre. J'étais jeune, naïf. Ouais. Laisse-moi te douter. Laisse-moi douter. Mais moi, ma question, c'est pas ça, en fait. Moi, je trouve ça cool. Moi, personnellement, je suis hype. Moi, je vais l'acheter, c'est sûr. Et je m'en suis jamais caché d'aimer Call of Duty, même si quelques épisodes m'ont franchement déçu. Je l'attends, lui, parce que c'est comme un retour aux sources, plus de jetpack à rien. Puis j'étais quelqu'un qui n'était pas contre le jetpack parce que je trouvais que ça changeait le gameplay. Là, on retourne vraiment aux bases, avec les vieilles armes, il y a personne qui va pouvoir courir ses murs. Moi, ma question, en fait, c'est t'aimes-tu le fait qu'on recommence à retourner à la guerre mondiale? Ben, je trouve c'est que là, Call of Duty, j'ai comme Les l'impression. Battlefield, ils sont deux là. Ouais, je sais, mais là, Call of Duty, je trouve que là, c'est eux qui ont annoncé le plus récent Call of Duty de Deuxième Guerre mondiale. Là. Ouais. Et je trouve que là, c'est comme. Tu sais, ils veulent revenir aux sources, mais en même temps, c'est comme s'il manquait d'idées, dans le sens que là, on a fait le tour de la roue, on revient au début. Ouais. C'est vrai qu'à ce point de vue-là, mais écoute. Moi, c'est le genre de franchise, je ferais qu'ils regarde. On prend une pause de genre 5 ans, on repose. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est parce que la compagnie ont des roulements, puis il faut un Call of Duty à chaque année.
Parce qu'anyway, que t'aimes ou que t'aimes pas ça, ça reste quand même un des jeux qui se vend le plus à chaque année. Là. Il y a des franchises qu'on dit qu'ils se vendaient tout le temps, mais qui ont décidé d'arrêter justement pour les plus. Exemple, une de mes séries préférées, Assassin's Creed, ils ont décidé de prendre une année off parce qu'ils étaient en train d'épuiser la franchise. Ouais, mais le montant est pas le même. Sérieusement, les ventes sont très différentielles. Je sais, parce qu'il y a des gens comme toi qui achètent Call of Duty, je sais. Ouais, mais écoute, le jeu le plus vendu du PS4 puis ça One, c'est Call of Duty Black Ops 3, et je pense au total, les deux ensemble, c'est 30 millions de copies. Là. C'est énorme, là. C'est vraiment beaucoup. Ouais, à chaque fois que je pense à Call of Duty, je pense toujours au meme qui a fait le tour de Facebook il y a quand même un certain temps. C'est un gars qui fait "Oh non, j'ai plus sur de la merde, peut-être Black Ops 3. C'est parce qu'on peut l'appliquer sur bien des choses. Moi, en tout cas, je suis content, mais on va voir. Là. Ouais, on va voir. En tout cas, j'aime le Game Mondial. Moi, je suis fan d'histoire. Le Battlefield 1, c'est une question de temps, moi je me le pogne juste pour voir l'ambiance. Mais tout ce qui est. Vite, moi. Ah, ok. Mais tout ce qui est Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, c'est sûr que je vais vouloir le tester. Peut-être que c'est le prochain Call of Duty que je vais m'acheter. Ça fait des années que j'en ai pas acheté un. Donc, peut-être que je vais laisser une chance à celui-là. Même chose pour Battlefield. Battlefield, c'est une série que j'aime plus. Mon ami me picote pour que j'essaye Battlefield Hardline. Oh. Lui, il aime beaucoup, il joue beaucoup ces temps-ci. Puis il aime le principe que tu as des factions, tout ça, et tu as des maps avec des véhicules, puis c'est vraiment le fun. La campagne était vraiment bonne de celle-là, mais le jeu en soi m'avait déçu. Je le trouvais juste ennuyant, en fait. Bon, en tout cas, on verra. Je pense que c'est le moment d'aller dans la zone cinéma. Oui. Alors, sans plus attendre, on vous rejoint de l'autre côté dans la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est du côté de la zone cinéma et cette semaine, je vais vous parler de films de super-héros. Je sais, on parle tout le temps de super-héros, mais ils n'ont pas toujours été à leurs heures de gloire. Il y a eu beaucoup de films qui ont été des échecs vraiment solides et c'est pour montrer que je veux montrer ça pour montrer l'envers du décor parce qu'ils réussissent pas toujours à faire une bonne formule, même si on dit que Marvel sont réputés pour faire de très bons films de super-héros. Ça n'a pas toujours été le cas et comme je vais en démontrer en ce moment dans les quelques instants, il y a beaucoup de films qui ont été vraiment des désastres. Et avant de commencer mon classement, je veux faire une mention qui n'est pas dans mon classement. C'est le film Nick Fury qui est sorti, si je me rappelle bien, en 92 ou 95. Dans le fond, qui était joué avec l'acteur que je t'ai demandé de retenir. David Hasselhoff. Qui, étonnamment, est le sosie de Nick Fury dans les comics. Parce que Nick Fury dans les comics, à la base, est blanc. Et il est vraiment le sosie. Quand on regarde le film, il a le même look, tout ça. Et, dans le fond, c'est un film autour de lui, du Shield, qui se battait contre Hydra. Et le film avait des bonnes ambitions parce qu'il avait parti un univers de Marvel autour de ça. Et finalement, ça n'a pas vraiment marché. Surtout qu'on oublie un peu les bases de cet univers-là. Mettons, l'Hydra ne le connaissait pas. Il n'y avait pas leur look habituel. Il n'y avait pas vraiment leur logo, tout ça. C'était plus ou moins un film qui a passé un peu mitigé, mais qui a permis un peu de continuer dans des tentatives de Marvel de créer un univers de film et qu'on a aujourd'hui. C'est ma petite mention qui était vraiment au classement. Je voulais en parler parce que c'est un film qui vaut quand même le détour pour ce qu'il a apporté. Et ouais, ça fait du bruit, Max. Ça fait du bruit. On recommence plus jamais ça. Alors, j'ai un classement ici. C'est le classement des 20 pires films de super-héros. Je les ai pas tous pris. J'ai pris les plus importants, en mon sens. Avec le 20e dans le classement, qui est Barb Wild, 1996, qui est coté 28%. Il y a 28% d'avis positifs parce que c'est tout le classement. Rotten Tomato, faut le préciser. C'est le classement des 20 pires films de Rotten Tomatoes. J'ai pris ce site-là parce que c'est un des plus gros sites au monde de référence de critiques de films. Ouais. Donc, je m'en suis servi dans le cas présent, même s'il y en a qui trouvent que ce site-là n'est pas représentatif. Donc, on va parler tantôt de d'autres films qui sont dans le classement qui ne mériteraient pas d'être là. On reviendra là-dessus. Bref, mon 20e, c'est Barb Wild, qui met en vedette une barman, qui était aussi une espionne, qui était jouée par ton actrice préférée, Pamela Anderson. Elle était remplie de talent à l'époque. Écoute, c'était du talent un peu. Le film était tellement mauvais. Tout ce qu'on retenait du film, c'est l'actrice. Elle était habillée avec un cuir moulant en noir. On voyait presque tout son corps. Et le scénario, il n'y avait aucun sens. Les scènes d'action étaient vraiment ridicules. Le film est oubliable. Même aujourd'hui, les gens l'ont oublié que c'est un film de super-héros parce que dans le fond, c'est un personnage qui existait dans les comics, mais pas de Marvel ni de DC. Ça faisait partie de Dark Horse Comics, qui est un autre concurrent à ces deux compagnies, qui est moins gros, qui avait tenté sa chance dans les films. Ça faisait Phil Barbelé. Ok. Non, c'est correct. Et que c'était un échec.
ils n'ont pas adapté, je pense, depuis d'autres personnages de leur catalogue, mais ça a été vraiment un échec. Outre le fait que ça a permis de voir Pamela Anderson dans tous ses plus beaux attraits, comme tu peux voir Max en ce moment qui est en train de baver. Non, mais je suis en train de googler, puis c'est vrai que ça cache rien. C'est ça, tu sais, ça a l'air très crédible. Bref, c'était mon 20e. Là, on va revenir dans l'époque plus récente avec mon 19e dans le classement, qui est le film Batman vs Superman, l'Aube de la justice, film de 2016, qui a été 27% d'avis positifs sur Rotten Tomato. Un film que toi, tu as adoré, comme tu nous en parles à chaque semaine depuis le début du podcast. Je n'avais pas parlé encore, là. Ben, je veux pas qu'on revienne trop dessus parce qu'on en parle régulièrement. On a même critiqué le film. Donc, on l'a expliqué un peu pourquoi il était pas bon. Il y avait beaucoup d'attentes et il s'en est sorti très mal. Le film, le scénario était un peu très broche à foin. Les acteurs inégaux. Surtout, l'acteur qui fait Superman qui est pris dans l'ombre de Batman. La scène où ils réalisent leur mère ont chacun le même nom, puis ça fait tout bugger le combat. Parce que les deux, ils font comme Martha, puis ils font comme la paix, puis il y a 2 jours avant, ils s'entretuent à mort. Ça scrape toute l'ambiance du combat, full son épique. Surtout dans les peu de paroles que Superman a dans ce film-là. Là. Exactement. Le Lex Luthor qui ressemble plus à un Joker que Lex Luthor. Plein d'éléments comme ça qui font en sorte que le film a été beaucoup avancé, mais c'est le premier film sur 2, qui est le prochain, qui est mon 18e, qui a entamé une pétition pour que ce site-là ferme, parce qu'ils font exprès pour donner des mauvaises notes pour les films de DC et non pour les films de Marvel. Ouais, c'est les usagers qui votent en passant. Ouais. Donc, il y a une pétition, elle est toujours en cours, qui disent que c'est injustement mal critiqué, parce que ce film-là mérite plus, comme le prochain, qui est mon 18e dans le classement, Suicide Squad, sorti en 2016, a eu 26% d'avis positifs, qui est 1% de moins que Batman vs Superman. Pourtant, les fans l'ont plus adoré que Batman vs Superman. C'était pas full bon, mais c'était quand même meilleur que Batman vs Superman. Une des critiques qui en est sortie de ce site-là, c'est qu'il disait que c'est le pire film de super-héros, avec des guillemets sur super-héros de l'histoire. Parce que c'est pas censé être des super-héros, mais le film, il montre... C'est plus de super-héros que des super-vilains. C'est ça, tu sais. Le film est censé montrer des anti-héros, des méchants, tout ça. Mais le scénario, il est broche à fond encore une fois. Dire que j'étais hype. Moi aussi. C'est un autre film qu'on avait beaucoup d'attentes, qui était original. On n'avait jamais vu ça encore. Et vraiment là, c'est du gaspillage. Moi, j'ai quand même aimé. J'ai surtout aimé la version longue, mais il n'était pas aux attentes que je m'attendais. Mais j'ai quand même bien aimé, même si la plupart du monde l'ont moins aimé. La critique en général des fans trouve qu'il méritait beaucoup plus que ce qui a été bâché. Ben, il mériterait comme un 40 ou un 50. C'est déjà mieux. Pas il mérite pas d'être aussi bas. Là. Je veux dire, c'est un film qui quand même se démarque pour beaucoup de choses. Là. Il y a des belles performances, dont une autre actrice que t'adores, Margot Robbie. Mais Jared Leto est très bon, je trouve, là-dedans. Ouais, méconnaissable, hein, on s'entend. Petite parenthèse, moi je le suis, Jared Leto sur son Instagram, sur son Facebook, puis il a mis une photo du Joker qui tient la Batman avec un couteau. Ah. Avec Ben Affleck, là. Ok. Je me demande s'il est pas en train de teaser un projet. En tout cas, on verra bien. J'ai hâte de voir, il y a beaucoup de choses qui sont en branle pour l'univers de Batman, donc je vais en reparler bientôt quand on va rentrer dans les films qui on ont... va pas bien, en plus Batman veut quitter. Ouais, c'est ça, si je vais en revenir un peu plus loin. Le 17e du classement, c'est le film Green Lantern 2011, qui a eu 26% d'avis positifs. Ce film-là, à la base, était censé être la base de l'univers de DC Comics. C'est pas censé être Man of Steel. DC avait vraiment beaucoup d'ambition et d'attente pour ce film qui finalement était un flop total, là, j'ai pas misère à le dire. Avec Ryan Reynolds comme acteur principal, qui était quand même un acteur en vogue à ce moment-là et qui l'est toujours, et que ça a un peu amoché un peu sa carrière. Ah, quand même. Après ça, il a fait beaucoup de films direct to DVD. Là. Ouais, ça l'a pas. Il vient de remonter à la pente. Là. Ouais. Et c'est un film qui était basé sur le super-héros Green Lantern qu'on n'avait encore jamais vu au cinéma. Et c'est une verre vraiment qui mélange l'espace et la terre. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Et... Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop d'effets spéciaux. Il y a aussi un méchant passablement ordinaire. Ordinaire, voilà. Et une fin aussi un peu pitchée à l'improviste. Je me rappelle même quand le film est annoncé, j'étais pas hype. Le Green Lantern est un personnage que j'ai toujours trouvé super intéressant, mais son film, même la bande-annonce, ne m'avait pas convaincu. Là. Ben, moi à l'époque, je veux dire, je l'avais laissé. À l'époque, j'étais un petit peu moins intense ces films de. Ben, j'étais vraiment intense ces films de super-héros, mais DC, je connaissais beaucoup moins à l'époque. Et lui, je l'avais laissé passer, finalement, je l'avais écouté chez moi. Et du coup, j'étais comme, ok. Moi, je l'ai acheté en DVD. Tu l'as acheté en DVD? À l'époque. Moi, j'avais loué, j'étais comme, ok.
Puis là, tout le long, j'étais comme, ah, c'est bon, quand même, il s'est fait. Là, à un moment donné, je suis comme, ok, il y a des effets. Ben, l'intro, tu sais, mais pas tant pire. Non, pas tant pire. Mais plus qu'on avance, plus que c'est en pire. Ah, surtout avec les méchants. Mais c'est surtout les méchants qui gâchent une bonne partie du film. Le scientifique qui vient comme corrompu par la peur. Puis l'espèce de tournade qui arrive à la fin, tourbillon de l'espace, que tout le monde a peur sauf Green Lantern qui le transperce. C'est genre comme. Ils sont comme 10 000 Green Lantern cachés sur une planète, mais lui, il arrive tout seul, puis il bat la. Ça, je trouvais ça un peu absurde. Ça gâche un peu le principe des gardiens de l'univers qui sont les Green Lantern. C'est ce qui me rend déçu parce qu'ils ont peur. C'est Green Lantern, c'est un peu comme le Hulk de Marvel. Ils ont peur de faire d'autres films avec ces personnages-là. Ils l'ont teasé disant qu'il va être dans Justice League. Mais c'est pas encore officiel, puis il va voir son film, mais en 2020, c'est le dernier à faire. Ouais. Il se laisse du temps pour comme corriger les défauts. Faut qu'il corrige déjà les autres avant. Mais... Ouais, ça, on va revenir. Le 16e, c'est un film que je connaissais pas en tout le personnage un peu plus obscur de l'univers Ah, de tu Marvel. connaissais pas Ghost Rider avant sa sortie du film? Non, je le connaissais pas. Moi, bizarrement, je le connaissais parce que je suivais beaucoup Spider-Man quand j'étais jeune. Ok. Puis je faisais beaucoup de recherches sur le personnage, puis j'avais découvert Ghost Rider en même temps. Puis j'avais vraiment hâte au film. Puis même si le premier, beaucoup de monde l'haït, je le trouve pas tant pire, là. Ben, le 1, ça sent mieux que le deuxième, ça c'est Ah certain. ouais, moi j'allais voir le 2 au cinéma, tu réalises-tu? T'as pas le 2 au cinéma? Hey, c'était pénible, là. Ah, c'était long, là. Oh mon dieu, mais c'est C'était facile. mauvais, là. Ah. Bref, Ghost Rider 2007 avec l'ancien très bon acteur Nicolas Cage qui nous a quittés quelques années déjà. Une minute de silence pour cet acteur. Ouais. Puis ça, Peace. Bref, 26% d'avis positifs. avec sa chevelure. Avec sa chevelure, ouais. Nicolas Cage, il a fait Ghost Rider dans une époque où il était en déclin. Il essaie de rebooster sa Parce qu'il carrière. était en faillite, fait qu'il fallait qu'il renoue les Il coffres. acceptait tous les contrats, puis il s'est dit qu'avec un film de super-héros, il a même dit en entrevue qu'il pensait qu'un film de super-héros, ça allait remonter sa popularité. Les jeunes aiment les super-héros, tout ça. Le premier, il a passé vraiment mitigé, puis le deuxième, il s'est fait pas seulement oublié. Ben, il était vraiment pas bon pour vrai. Ouais, je l'ai vraiment pas aimé. Le premier, moi, je l'ai vraiment trouvé correct. Des fois, il repasse cette télé, je l'écoute, je suis comme, ah, c'est un bon divertissement. Il y a des affaires que j'aime de ce film-là, Ouais. bizarrement. Là. Il y a quand même une fidélité au comique, même s'il y a beaucoup de choses qui s'en détachent, mais le deuxième, c'est le pire. Parce que le pire, c'est que je sais pas si tu savais, mais le deuxième, c'est un reboot. Suite. Caché, là. C'est comme avec Hulk, ils ont gardé le même acteur par contre. Ils ont fait une suite reboot, mais avec le même acteur là. Ouais. Puis parce qu'au début, t'as comme plein de flashbacks, puis ils ont comme refait le scénario, puis ils ont changé le Satan. C'est le même acteur qui le fait dans le 1 puis le 2. Puis l'histoire du 2 est oubliable. C'est d'ailleurs il est dans le 11e dans le classement. C'est Ghost Rider, l'esprit de vengeance 2012, qui a eu 17% d'avis positifs. Qui est encore moins bien coté que le premier, comme je disais. Toujours avec Nicolas Cage, qui a juste empiré au fur et à mesure. Ce film-là, il est littéralement oubliable, tellement qu'il est mauvais. Il y a juste la fin, t'es un souper, t'es comme ok. Puis comme je disais plus tôt, sa version de la série Agent of Shield est déjà mieux. C'est même pas avec le même personnage, parce que dans les nouveaux comics, ils ont remplacé le personnage qui avait Ghost Rider par un nouveau jeune d'origine d'Amérique latine qui se retrouve avec le Ghost Rider contre son gré. Et là, sans faire un pacte, il fait juste se retrouver avec, parce que en tout cas, et là, il doit gérer sa vie avec ça. Et il est beaucoup bien introduit dans la série, sauf que le point négatif, c'est qu'il pique une moto. Pour changer de personnage, il pique une moto. Il est avec une vieille Mustang 70-80 qui pogne en feu, tout ça. C'est quand même cool, mais c'est moins intense qu'une moto. Surtout que le personnage, à la base, c'est une moto. Ouais, ça, puis ça fait vraiment son effet. Là. Il arrive sa moto en feu. Ça lui met de la gueule. Ouais, c'est ça. J'en monte un peu parce que j'ai comme sauté un film que je voulais parler parce qu'il était comme entre deux. C'est le film que. Il y en a qui considèrent comme culte, c'est Spawn. Ah ouais, il y en a qui trouvent ça culte. Ben, c'est parce que c'est un L'as-tu déjà vu? Non, je l'ai jamais vu. Oh boy. Je t'explique pourquoi. Il passait souvent à Téléto. Really? Je te jure. Ok. Spawn, c'est parce que c'est un des personnages les plus aimés qui est hors DC Marvel Mhm. et que tout le monde attendait avec impatience ce film-là à l'époque. En 97, il y a eu 19% d'avis positifs. Et quand c'est sorti tout croche. Le scénario était mauvais, l'ambiance était mal représentée. Les effets spéciaux étaient très très en arrière. Pour l'époque, il était vraiment pas au même niveau. Mon oncle m'a déjà dit qu'il allait voir le film le jour 1 de sa sortie. Il dit Chris, on était juste deux dans la salle. J'ai fait, C'était un film qu'il y avait une attente énorme et que finalement c'était un flop. Tellement que c'est jusqu'à tout récemment qu'ils ont commencé à en parler de faire un nouveau. Ah, c'est officiel, là, c'est ouais, en marche. Là, c'est ça, c'est récent, là, c'est tout chaud. Là. Le dessinateur, il l'a dit, je le suis sur son Facebook.
Todd quelque chose, malheureusement, j'ai oublié son nom, il a dit ça s'en vient. Ouais, il veut comme corriger sa gaffe avec le premier film. Le 10e, là, c'est vraiment dans le top 10. Il y a quand même pas mal de films. Le 10e, c'est un film que je me suis toujours dit qu'il fallait que j'écoute un jour, que j'ai vu beaucoup d'extraits, j'en ai entendu beaucoup parler. Il y a même une référence récemment à l'univers de Marvel, je te reviens dans 2 secondes avec ça. C'est Howard the Duck, ou Howard le canard. Howard the Duck, ou Howard le canard. Oui, c'est en français, c'est le canard. Je sais c'est quoi un doc, là. 1986, 15% d'avis positifs. Hey, c'était George Lucas qui avait réalisé ça. George Lucas, à l'époque, il avait réalisé ça. Il a déjà dit que c'est son pire échec de carrière. Puis il a fait Star Wars épisode 2. Et 3. Je l'ai pas le 3. Ouais, bref, ça en commentaire. Et là, les gens vont dire, mais c'est qui ça, Howard, le Duck? The Duck. C'est qui The Duck? Tu me dis que c'est un canard, mais what the fuck un canard? Ben, c'est parce que, pour ceux qui peut-être qui ont vu la scène post-générique de Gardiens de la Galaxie, le premier, à la fin, t'as le collectionneur qui est assis, puis il boit un cocktail, puis il parle à quelqu'un. Puis le bonhomme, on est, la caméra tourne et on le voit, puis c'est un canard qui est habillé avec un veston cravate, puis un chapeau, puis il a un cocktail dans les mains, puis il répond. T'es comme, mais c'est qui ça? Ben, c'est Howard le canard. Howard the Duck, ce qui est weird, c'est que dans le film, il couche avec des filles. Oui. Mais tout le monde le sait que c'est un canard. Et son histoire est spéciale, c'est un extraterrestre qui se retrouve, il se crash sur la Terre en Ohio. Et là, c'est vraiment comme, nous qui ont passé là un trip d'LSD, c'est vraiment absurde et c'est sans structure le film. Il va croiser une chanteuse de rock qui est jouée par la mère de Matty McFly dans, elle s'appelle Thompson, Léa Thompson je crois, actrice qu'on voit plus de nos jours mais qui était très bonne à l'époque. Et là elle fait une rockstar tout ça et ils couchent ensemble, c'est party par party, il y a des combats, des effets spéciaux, l'électricité, tout ça. Ça avait l'air de l'ambition parce que c'est un des premiers films de Marvel qui voulait comme ouvrir son univers, développer des personnages qu'on n'était pas habitué de voir, et ce fut un échec monumental. Écoute, à chaque fois qu'on en parle, George Lucas, il soupait comme. Il trouve même plus ça drôle. Ouais. Au début, t'es comme, je le sais, j'aurais pas dû, mais regarde. Puis, je veux dire, le film vaut le détour pour son aspect de l'univers de Marvel, même tellement que ce personnage-là a été oublié depuis. Il est encore présent dans les comics. Mais c'était récemment Gardiens de la Galaxie, comme j'ai dit, qui l'ont décidé de le ramener. Ouais, c'est un clin d'œil. Ouais, c'est un clin d'œil pour le ramener dans l'univers de Marvel, pour dire qu'il existe toujours. Pour comme faire comme, regarde, il l'a pardonné, il est revenu, là, tu sais. Mais ils feront jamais rien avec, là, ils feront jamais de film avec ça. Il y en a qui disaient qu'avec la scène post-générique, ça voulait dire qu'il voulait s'en servir, mais. Je pense pas. C'est un personnage qui a une histoire assez unique en sa façon. Ouais. Encore une fois, dans le comic Civil War, qui est un de mes comics préférés, il y a une partie de l'œuvre qu'on suit Howard le canard, parce que vu qu'il se considère comme extraterrestre, c'est-à-dire qu'il a des super pouvoirs, il doit aller au registre pour s'inscrire parce qu'il y a des super pouvoirs. Fait que là, il va là, puis il dit non, t'es pas un citoyen, t'es un canard, fait qu'on s'en fout de toi, t'es genre un canard, fait que va-t'en. Puis il pète une coche, puis il commence à détruire tout le bureau avec des roquettes, pis des mitraillettes. Il faut vraiment jouer ça, c'est Civil War. Puis il était avec sa copine chanteuse de rock, puis il se promène dans le taxi, il a volé un taxi, puis son véhicule de transport. Ce personnage-là fait partie du même univers qu'Iron Man. Ouais. C'est weird. Mais ces BD, c'est tout le temps très coloré, très absurde. Tu dis ça, humoristique, là. tu dis ça, tu te dis, ok, le gars qui a écrit ça était sur l'LSD, genre. C'est vraiment quelque chose. Le 8e, parce que j'ai skippé le 9e qui était pas intéressant à en parler, mais le 8e dans le classement est un film que, autant Batman a disparu des ondes pendant plusieurs années, c'est arrivé le même cas pour Superman. Avant Batman, il y avait une grande série de 4 films et un spin-off sur Superman avec le grand acteur décédé de nos jours, Christopher Reeve, qui fait 3 bons films, 2 excellents. Le 3 était vraiment ordinaire. Là. 2 excellents, 1 correct et le 4e oubliable. Et c'est le 4e qui est dans mon classement. Le 4e, c'est tellement cheap comme film, ça n'a pas de sens. 1987, 12% d'avis positifs. Pourquoi il est là? L'histoire n'a pas de sens. Les effets spéciaux sont en deçà de ce qu'on était habitué. Le premier film qui date, je pense, comme 15 ans avant, était nettement mieux visuellement. Là, le problème qui est arrivé aussi à Batman, qui est arrivé à Superman avant, c'est qu'ils ont voulu ouvrir les horizons du personnage à tout le monde. Donc, à chaque film, ils ont enlevé un peu d'ombre, un peu de sombre. Ils l'ont rendu de plus en plus joyeux, le personnage. Et dans le 4e, c'était trop coloré, c'était trop épuré. C'est comme si tu mets de l'eau dans le vin jusqu'à temps qu'il y ait juste de l'eau. On perdait toute la saveur de Superman et surtout le méchant qui est oubliable à souhait, qui est genre un méchant hyper secondaire de Superman qui est là ici, il est juste là pour dire le nucléaire c'est dangereux, puis c'est en dessous des méchants comme General Zod et tout ça qu'on avait le droit dans les anciens films. Et je sais pas si tu savais, mais il avait annoncé un 5e Superman.
Mais à cause que le quatrième était tellement un échec qu'on fait ok, on fait pas un cinquième, on arrête la franchise Superman. Puis à chaque fois, les films de Superman, ironiquement, faisaient de plus en plus d'argent, mais diminuaient de plus en plus le budget. Ouais. C'est ironique. Puis techniquement, l'épisode 5 existe. C'est Superman Returns. Il fait partie des 4 premiers. Ouais, ben. Il est compté. C'est une chose que je voulais ajouter, c'est que ça a pris plus de 20 ans avant qu'il y ait un autre Superman, et c'est Superman Return en 2002. Ouais. Aussi film oubliable parce que c'est C'est juste long comme film. j'en ai pas parlé avant, mais il y a plusieurs super-héros qui sont considérés comme maudits dans l'univers des super-héros. Superman en fait partie, Batman aussi, plus maintenant, mais avant. Ghost Rider, le Punisher, Green Lantern. Il y en a un paquet comme ça qui sont Daredevil, qui sont comme des héros maudits qu'on appelle. Hulk, que à chaque fois qu'ils sont mis en 4 Fantastiques, que je vais revenir bientôt, qu'à chaque fois qu'ils sont mis au cinéma, ça marche pas. Ils réessayent pourtant à chaque fois. Mais c'est pas si ça marche pas, c'est parce que c'est mal fait. Ouais, c'est ça, c'est souvent mal fait. Et c'est quoi pour plus. Ceux que je vous ai nommé, il y en a plusieurs autres, mais qu'on a eu le droit à plusieurs versions. Ghost Rider, ils ont tenté 2 fois. Punisher, ils ont essayé 3 fois. Je vais en faire mention un peu plus loin. Warzone, puis le premier. Avant le premier, il y en avait un en 1980. Ah, avec Dolph Lundgren. Voilà, drette ça. Il est pas dans le classement parce qu'il est genre 25e, si je me rappelle bien. Mais ils ont tenté un Punisher avant les années 2000. Et c'était aussi intéressant qu'une planche de bois. Là. C'est intéressant que l'acteur de Fifty Shades of Grey. Exactement, c'était ma belle comparaison. Bref, Superman 4 a vraiment été déçu. Ça a détruit la franchise que même Superman Return n'a pas réussi à remonter la pente. Ben, c'était tellement plate. C'était vraiment plate, surtout avec un Kevin Spacey qui me déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part et là, il m'a vraiment déçu. Et ça a pris Batman vs. Pas Batman vs Superman, Man of Steel pour enfin retourner le blason de Superman pour y redonner un peu de couleur. Un peu de couleur parce qu'il était vraiment dans l'ombre. Le 7ème dans mon classement, c'est un film. C'est un personnage qui est un peu moins connu des ceux qui suivent les films, mais quand même connu des comics, qui a eu une importance majeure dans les années 90 de Superman, parce que ça fait partie de l'univers de Superman, c'est Steel. Qui est dans le fond, à un moment donné, les comics, ils ont décidé de comme, rendre ça encore plus sombre et de surprendre les gens, et ils ont tué Superman. Et les gens ont fait Oh my god, Superman est mort, mais qu'est-ce qu'on fait là? On peut plus lire Superman, il est mort. Mais on dit Attendez, on a quelque chose pour vous, on a Steel. Et ça fait partie de DC? Oui! Pour vrai? Oui, DC, son nom c'était Man of Steel, puis ils l'ont changé en Steel pour simplifier ça, parce que rapidement, Superman, son nom est de The Man of Steel, donc c'est inconfondant. Fait que maintenant, il s'appelle juste Steel. Et dans le fond, c'est un super-héros que, à la base, c'est un scientifique normal qui il arrive un accident, il se retrouve avec des parties cyborgs et pour survivre, il injecte du sang de kryptonien, donc il devient demi-kryptonien aussi. Il développe une super force, une super résistance, tout ça. Et vu qu'il est scientifique, il se fabrique un marteau qui a des pouvoirs cyniques, genre il fait des tremblements de terre et tout ça, et ça amplifie sa force. Et il va avoir un costume qui va ressembler à Superman, il va avoir une armure genre grise-bleue avec le logo de Superman. Il va avoir un casque, tout ça, et il va reprendre le flambeau de Superman pendant un certain temps. Dans les comics, jusqu'à temps qu'il décide de réciter Superman, et il va avoir ses aventures qui vont être vraiment intéressantes. Ils vont le garder après par la suite, et c'est un des premiers super-héros aussi afro-américains de l'univers de DC. Et à l'époque, le film en 1997 a eu 12% d'avis positifs, et il était joué par un joueur de basket qui était à l'époque Shaquille O'Neal. Ouais, très connu, et que ça a été un flop. Les effets spéciaux étaient vraiment en deçà de ce qu'on s'attendait à cette époque-là. Le stéréo était bancal, il était inégal, l'histoire se tenait pas. Le personnage, il manquait de jeu, c'était quand même un joueur de basket. On voyait qu'il n'y a pas de profondeur à son personnage. Les origines du personnage étaient un peu moins bien représentées de ce qu'il devait. Ils ont fait beaucoup de liberté qui a gâché un peu l'univers. Puis c'est aussi parce que c'est un personnage qui était vraiment pas connu à cette époque-là, vraiment. Et ça a vraiment passé comme de l'eau. Les gens l'ont vraiment pas beaucoup remarqué, puis il a rapidement été oublié. Ça a vraiment été ramassé par la critique. Puis même son costume, il est affreux, man. C'est vraiment pas représentatif du style dans les comics, mais il y a quand même son marteau qui a l'air d'un marteau de construction, là. Mais, mais ça, c'est le style qui est... Le plupart du monde ne connaissent pas le film, mais c'est un personnage qui est connu, puis il est revenu beaucoup à la mode récemment. Ils ont refait son design beaucoup plus épique, beaucoup plus épuré, qui se distingue un peu plus de Superman par ses couleurs, parce qu'avant il y avait les couleurs de Superman, maintenant il est vraiment tout argenté, mais il fait vraiment partie de l'univers de Superman. Le cinquième, parce que j'en saute un, il y en a un autre qui était pas intéressant. Le cinquième est un film que... C'est comme on parlait de Superman, on parlait de Batman. Il fait partie des super-héros qui ont été maudits pendant très longtemps.
C'est Nolan qui a permis de Faire revivre la franchise. faire revivre la franchise. C'est Batman et Robin de 1997 Mais quel mauvais film. avec 11% d'avis positifs. Oui, quel mauvais film. Je déteste ce film. Je l'aime pas. Avec comme acteur principal... Ça me fait même plus rire. Je déteste ce film. C'est tellement de la merde. Fuck, c'est mauvais. Hey, freeze! T'es givré. Oh non. Oui, c'est la carte de crédit Batman. Ah oui, je sors ma batte crédit. Hey man, cette scène-là, là. Oh boy. Mais c'est plus Robin fait je donne 1 million. Il fait j'en donne 2, j'en donne 3, mais t'as pas 3 millions. Je vais te l'emprunter. Avec Josh Clooney, ce qui est arrivé, c'est que les 2 premiers films de Batman, qui étaient avec Michael Keaton, qui étaient très bons. De Tim Burton, ouais. De Tim Burton, excuse-moi, mais avec Michael Keaton, bon. Le point négatif majeur qu'on trouvait de ce film-là, c'est qu'il trouvait trop sombre. Mais pourtant, c'était tellement avant-gardiste quand tu y penses. Ouais, c'était très avant-gardiste, très sombre. Et là, c'est le point négatif. Ils ont dit, hey, on va corriger ça, on va trouver plus de fans grâce à ça. Fait que là, ils ont fait un 3e. Michael Keaton est parti. C'est avec le même réalisateur que du 4e, c'est Josh. Schumacher. Bref, c'est un réalisateur qu'on va oublier on va l'oublier parce qu'il est vraiment. Mais non, mais il fait d'autres films super populaires, en tout cas. Bref, à cette époque-là, il l'avait vraiment pas. Et là, il avait fait le 3e film de Batman avec Kimmer, j'ai oublié son prénom, Van Kimmer. Val Kilmer, ouais. Et que lui a passé limite. Et là, il avait commencé à déteindre, il a mis plus de couleurs, un peu plus d'humour. Et là, le 4e, il a vraiment tout enlevé, tout ce qui était sombre. Mais ça a été pensé pour vendre des jouets. C'est ça qui est arrivé. C'est pour vrai une des raisons pourquoi il y avait plus de couleurs, puis des Batmobiles différentes. Des c'est blastants. Ouais, ça c'est bizarre, là. Mais c'était pour vendre des jouets, puis ça marchait. Ils ont vendu beaucoup de jouets avec ça. Écoute, Batman, c'est censé toujours vendre, c'est un des héros les plus populaires. DC avait sorti un classement des 100 héros les plus populaires de DC Comics et Batman était premier. Ah, évidemment. Et quand on parle de DC, quand on parle des comics qui vendent, c'est toujours Batman Superman les premiers. Mais là, ce film-là, ça a vraiment détruit la franchise. Il avait prévu d'en faire un 5e. Et comme pour Superman, et finalement c'est tombé à l'eau. Ça a pris la trilogie de Nolan pour redonner le blason à Batman, qui était quand même un héros que moi j'adorais quand j'étais petit. J'écoutais les séries animées de Batman à la TV et c'était super bon. Et vraiment, je me rappelle, j'ai vu plusieurs fois mon père a le coffret chez nous, parce qu'à un moment donné, il a sorti le coffret des 4 films et je les avais déjà écoutés avec mes parents. C'était bon, les premiers, mais quand on écoute le 3e avec pas Jack Nicholson, bref, lui qui fait double face et Jim Carrey. C'était Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones et Jim Carrey qui font les méchants, qui sont genre full psychopathe mais joyeux, genre avec plein de couleurs, les cheveux roses puis l'habit collant en vert. On voit qu'il perdait de la saveur et même l'histoire était un peu plus broche à foin. Et là, le 4e avec Arnold Schwarzenegger qui fait Mr. Freeze, qui est pas crédible pantoute parce que c'est un acteur qui est habitué à faire des personnages cotes, violents. Et là, il est genre juste paralysé, genre avec son gun, puis comme je suis Mr. Freeze. Et t'as Nicole Kidman qui fait Poison Ivy. Ouais. Pas Nicole Kidman. C'est Uma Thurman. Ouais, excuse-moi. Uma Thurman qui fait Poison Ivy, qui fait genre la guicheuse qui manipule tout le monde. Et qui a un garde du corps qui est Bane, qui parle même pas. Tu sais, c'est un des plus grands méchants de Batman, mais là, c'est juste un gros tough. C'est le garde du corps de Poison Ivy. C'est vraiment. Les origines du personnage ont été critiquées. L'ambiance. Quand on regardait les décors de la ville, il y avait c'était. Là, je suis pas rien. Le réalisateur, il est gay, ok? Et ça se reflète dans son œuvre parce que quand on regarde les décors de la ville, il y a des statues d'hommes tout nus partout. Et les armures, les costumes de super-héros ont tous des teats. C'est vrai! Ouais, non, je sais. Et il y a plein de références le long du film. Il y a plein de références homosexuelles le long du film. Et même, il y a des. Même, de temps en temps, on peut comprendre des références entre Batman et Robin. Comme s'ils nous voulaient croire qu'il y avait une relation entre les deux. Vraiment plus. Il y a plein de... Quand tu écoutes le film plusieurs fois, tu remarques ces références-là. Et c'est inquiétant dans un certain sens. Et aussi, il faut pas oublier qu'ils ont. Dans le 4e film. Excusez-nous, décrochage total. Le Max a plein d'images dans sa tête. Oh mon dieu. Il est rempli dans le collant rouge. Oh, Bref, et le dernier élément qu'on n'a pas parlé, c'est qu'en fait décidé après 4 films d'introduire un personnage qui aurait dû être introduit avant ça, qui est Batgirl. Et ils l'ont introduit avec Sarah Silverman. Silverstone. Silverstone. Je suis même pas sûr. C'est Silverstone, son nom de famille, j'en suis certaine. C'est une actrice qu'on. C'est certain. Certain. J'y gagne encore, excuse-moi. Tu as écouté Batman et Robin? Moi, je demande. Silverstone, qui ils ont décidé de ne pas prendre la Batgirl qu'on a l'habitude de connaître, qui est dans le fond Barbara Gordon et comique, les héros, tout ça. Et là, on a pris la deuxième. C'est genre la fiole à. Voyons, comment il s'appelle le serviteur?
Alfred. Oui, c'est ça. C'est la fiole, même dans les films, c'est sa fiole, mais dans les comics, c'est pas ça. C'est Stephanie Brown qui s'appelle. Et tout ça. Et là, dans les comics, dans le film, comment c'est introduit, c'est qu'Alfred il est malade, puis il va mourir parce qu'il a la même maladie que la femme de Freeze. Puis là, il décide puis là, il sait que Batman est dans la merde, fait qu'il dit on n'a pas le choix, faut demander à Batgirl de l'aider. Fait qu'il rouvre la Batcave pour elle, elle rentre, puis elle trouve un costume, elle le met, puis elle va les sauver, puis c'est vraiment absurde. Il n'y a aucune raison qu'elle devienne Batgirl. Batman, habituellement, ne ferait jamais ça. C'est vraiment, en tout cas, c'est entre autres dans tous les éléments qui font que le film était un échec en soi et que ça a annulé la suite qui était prévue. Et aussi, il avait décidé de vouloir faire un reboot de Superman avec Nicolas Cage et avec le même réalisateur. Et finalement, c'est tombé à l'eau. Ça a détruit l'univers DC pendant un certain temps, tristement. En fait, ce qui était censé arriver après Batman v Superman, Batman et Robin, c'était Batman v Superman. Il l'avait même teasé. Ça faisait des années que le projet était reporté. Finalement, ça s'est concrétisé en 2016. Ouais. Mais ça fait vraiment longtemps. Puis I Am a Legend, le film qu'on parlait tantôt avec Will Smith, il y a même une affiche du film. Oui, c'est vrai. Puis c'était censé teaser le film qui s'en venait, puis finalement, ça a boité. Là. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Le quatrième est considéré comme un des pires spin-offs des super-héros. Je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Non, je l'ai jamais vu. Je pensais que tu l'avais déjà vu. Non, je l'ai jamais vu. Écoute, je veux pas voir ça. T'as pas de temps à perdre avec ça. J'ai vu, je pense, la fin. Casse-bas avec des rideaux qui tombent dessus, là. Ok, moi j'ai jamais vu ça, puis je pense que je l'écouterai jamais non plus. C'est le spin-off sur le très bon film que t'aimes, Daredevil. Mon plaisir coupable. Que le site a dit que Ben Affleck était aussi crédible en aveugle qu'en acteur. C'est quand même assez chiant pour Ben Affleck, là, mais... Il s'est rattrapé, on va se le dire. Ouais, bref, Electra, le spin-off avec Jennifer Garner, son personnage était introduit dans le premier film, et c'est sous contrat de faire un spin-off centré sur Electra qui avait... Dire qu'elle mourait en plus dans le premier. Ouais, qui est moins dans le premier. Et il n'y avait aucun rapport avec le premier film. Il n'y avait aucun lien, à part un flashback où elle voyait Ben Affleck, là, pis tout ça. Le film, c'est une histoire originale ils ont essayé de ramener un peu plus... Ils voulaient se rapprocher des comics, mais en faisant ça, ils se sont éloignés. Parce que oui, ils ont mis le costume rouge, mais le reste de l'histoire n'a aucun sens. Puis, elle a été obligée de jouer ce film-là parce que son contrat l'obligeait. C'était vraiment... elle a dit qu'elle a regretté tout ça. Ça a nué à sa carrière aussi. Ouais, ça nuit à sa carrière. C'est 10% d'avis positifs. C'est vraiment un des pires. On arrive dans le troisième. Ça, c'est une franchise que je trouve dommage parce qu'elle a un potentiel élevé. Et c'est la troisième fois qu'ils ont essayé de faire une franchise des 4 Fantastiques. Ça me dit rien, une troisième fois. Non, je le sais, la première qui était vraiment cheap, là. Dans les années 90, là. Ouais, avec des costumes en tissu, là. Ouais. Et le pire, c'est que la première tentative qu'on fait, c'était pour pas perdre les droits parce que avant ça, il avait essayé de faire un film en noir et blanc des 4 Fantastiques et ça n'a pas marché. Et ceux qui avaient à l'époque les droits, parce que c'est pas les mêmes aujourd'hui, ont décidé de faire un film bas budget des années 90 pour garder les droits à eux. Et le film, genre, on met direct tout de DVD. Et ça a été un flop lui aussi. C'était vraiment pas bon pour l'époque. Et là, ils ont fait une suite, une nouvelle, ils ont perdu les droits. Été repris par Fox. Et c'est Fox? Ouais, c'est la Fox. Et ils ont essayé 2 films. La franchise avec Jessica Alba, qui ont fait 2 films, et que le deuxième a détruit la franchise encore une fois. Fait que le premier était correct. Ouais, là. le premier était correct, quand même pas si pire. Le deuxième a tout pété la franchise. Et là, on décide de faire un reboot récemment, en 2015. Et ils ont fait les 4 Fantastiques, le reboot. Et il était ambitieux parce qu'il voulait aller plus sur la racine des personnages, plus sombre, plus épuré. On allait ailleurs. Il voulait faire vraiment différent de ce qu'on avait eu. Là. Parce qu'à force de répéter, à un moment donné, ça devient moins bon. Et là, ça a été aussi un... Ah, c'est catastrophique. Comme. Oh. Mais tu le vois que le studio a fait beaucoup de coupures dans les films. Puis Josh Trank avait pas envie de faire ce film-là. Ça paraît. Là. C'est épouvantable. Puis le pire, c'est que les 30 premières minutes du film, je les trouve bonnes. Puis après ça, ça dérape comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça dérape. C'est catastrophique. Écoute, premièrement, la bande-annonce, il y a un paquet d'extraits dans la bande-annonce qu'on voit pas dans le film. Ouais. Peut-être le long, t'es comme, mais ils sont où les extraits? Tout est garoché, tout est rapide. Rapidement, comme tu dis, le film est garoché, il est inégal, il est saccadé. Il y a des actions, t'es comme, mais ça n'a aucun lien. À un moment donné, il y a une coupure d'1 an. Il coupe d'1 an sec comme ça. Oui, comme ça, puis on sait pas ce qui se passe. C'est comme... Ça n'a aucun sens. Il est rendu sur la... C'est une planète ou c'est une météorite? C'est un univers parallèle. Oui, c'est ça, c'est vrai, excuse-moi. Une autre dimension, excuse. Une autre dimension, puis écoute, ça vient n'importe quoi aussi. Là. C'est super cliché, c'est... Mais
ils ont quand même voulu refaire les origines des personnages. C'est pas en allant dans l'espace qu'ils ont leur pouvoir. Ils vont dans une autre dimension qui est la Dark Zone. Puis là, ils sont comme aspergés, puis ils ont chacun leur pouvoir. Puis Doctor Doom là-dedans, man. Oh mon dieu, son costume, c'est épouvantable. On dirait des cristals qu'on garoché dessus, puis ah ouais, c'est ça que tu vois là. Ben, surtout l'acteur à la base, là, Ben, je sais pas, je le connais même pas en fait. Je pense. dans le film, c'est présenté comme un expert informaticien, genre d'origine européenne. Puis genre, un riche héritier, c'est quand même pas si pire, mais en même temps, c'est un peu éloigné. Puis là, genre, il est enfermé pendant un an dans un zone, puis il a son costume, puis genre, il a plein de pouvoirs, puis les 4 fantastiques arrivent, puis là, il faut qu'ils fassent une attaque ensemble pour le battre, puis là, ils font unir leurs attaques. Puis la coupeuse, ça pète le film, je veux dire. Autant que les 4 acteurs étaient pas si pires en tant que tels, je dirais que le seul moyen faible, même si pour la Torche Humaine ils ont pris un afro-américain, j'ai quand même accepté ça. Ouais, moi aussi. C'est la chose, comment ils ont représenté la chose, je trouve qu'il était beaucoup moins représentatif des comics. Ça ressemblait plus à un monstre, genre. Ouais. Tu sais, il n'y avait pas de costume, il y avait juste un bonhomme de roche, il parle presque pas. Mais le casting était bon pareil. Les 4 fantastiques, c'était un bon. Miles Teller. Kate Mara, Ouais, comment il s'appelle qui va jouer justement, ironiquement. Michael Jordan. C'est Michael B. Jordan? Ouais, Michael B. Jordan. Qui est super bon, puis Bell, son nom de famille c'est Bell. C'est lui qui fait jouer dans Tintin aussi. Ouais, parce qu'il y avait quand même un bon casting, mais le film, les 6 épisodes étaient passables. Ah, même pas, je trouve pas. Mais sérieusement. Mais c'est tout le film en tant que tel, l'histoire, le scénario, tout ça, il n'y a rien qui se tenait. Le mot, c'est catastrophique. Il n'y a pas un meilleur mot. Le deuxième, qui est considéré comme le pire spin-off de tous les films de super-héros réunis. Moi, j'ai jamais vu le premier, mais moi, je le mettrais premier. Et le spin-off que je parle, c'est arrivé à l'époque où Batman est en disgrâce après Batman Superman, Batman et Robin. Et ils ont essayé de comme dire, ok, on va exploiter l'univers de Batman sans Batman. Et c'est là qu'est arrivé le spin-off Catwoman. Oh mon dieu. Avec la succulente et belle Halle Berry. Super. Ça a tout scrappé sa carrière. Elle a gagné un Oscar la même année. Hein. Ouais. Elle est allée chercher Arrow Razzie. Puis, Ouais, elle les a donné chacun dans ses mains. Puis, en 2004, 9% d'avis positifs. C'est tellement mauvais. Écoute, je l'ai fait longtemps que je l'ai vu le film, puis je vais jamais vouloir réécouter ça. Je me rappelle même à l'époque que j'étais encore moins difficile qu'aujourd'hui. J'avais détesté ça! Moi, j'avais pas accroché, même à l'époque. Il avait expliqué que ce film-là, il voulait faire un film dans l'univers de Batman sans se rapprocher de l'univers de Batman parce qu'il voulait pas que les gens se rappellent des films qu'il venait d'avoir. Donc, ils ont voulu comme se détacher. Fait qu'ils ont réécrit l'histoire de Catwoman pour qu'elle soit pas liée à Batman. Et on va tout réécrire, ça a tout scrappé l'histoire. L'histoire, c'était pas. Les origines du personnage. C'est pas tout ça. Non. Et la méchante, c'est super niaiseux. Elle veut inventer un produit qui empêche le monde de vieillir, puis elle est contre ça. Mais c'est parce que le produit détruit la peau, genre. Ouais, écoute, c'est absurde comme scénario. Là. Elle a genre des pouvoirs félins, là, parce que genre l'esprit du félin est en elle, là. Ah, parce que Catwoman, techniquement, elle a pas de pouvoir. Non, puis dans le film, elle se fait tuer genre au début, puis elle se réveille par. Parce qu'il y a des chats qui la lichent. Ouais. Wow, hein. Puis je me rappelle, il y a des scènes de genre avec des zooms de caméra tellement bizarres. Tu sais, quand elle fait des cascades pour grimper, tu le vois tout de suite, c'est de l'ordinateur. Puis ça saute ben trop au visage, là. Ça a pas de sens. Ça. Le pire, c'est que ça m'a bien sorti avec la série X-Men dans les mêmes années. Elle avait fait Tournade. Puis elle s'en sortait bien. Puis là, elle fait Catwoman. Puis. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui réclamaient que c'est sur elle qu'ils le fassent quand ils ont voulu faire la trilogie de Nolan. Hey, Chris. Quand ils ont annoncé que c'était Anne Hathaway, là. Anne Hathaway, elle l'avait bien. il y a des gens qui ont changé disant qu'ils voulaient que ce soit elle parce qu'elle la trouvait plus sexy que Anne Hathaway. Elle est très belle, Anne Hathaway. Anne, si tu m'écoutes, t'es belle. C'est clair qu'elle t'écoute, c'est clair. C'est une grande fan. Ouais. Dans le fond, là, comme, il parle de moi. Yeah. Good like. Elle like. Elle partage son compte Twitter. Tout le monde a 1 million de fans. Bref, le premier film que tu connais pas, que j'ai déjà vu des extraits, j'ai jamais vu. Ça fait partie des premières tentatives de spin-off de films de super-héros. À l'époque, c'était pas très à mode. Ils ont commencé à faire ça un peu pour exploiter l'univers étendu et offrir du contenu aux fans. C'est surtout parce que Superman était super populaire. Ouais, c'est ça, il était en vogue. Puis c'était entre le 3e et le 4e Superman, parce que le 4e Superman prenait un peu de temps à préparer. Donc on dit, on va faire un spin-off sur Supergirl, qui est la cousine de Superman, que récemment on fait une série sur elle.
Personnage génial. Mais c'est un peu comme la Batgirl de Batman, tu sais. C'est le personnage féminin équivalent qui, aux côtés de Superman, parce que c'est pour équivaloir, tu sais. Et là, en 1984, Ah, mais Superman, il y a un chien Superman, il y a un singe Superman, il y a son neveu Superman, écoute, ça... Ils l'ont enlevé, mais avant dans les comics, il y avait le Bat Dog. Oui, c'est ça je disais. Hey, le Bat Dog, pour vrai. Oui, il y avait le Bat Dog. C'est un Batman. Batman, il y avait un chien. Ah, Seigneur. Il y avait un chien, puis il y avait un autre animal, je pense que c'était un faucon, mais je suis plus sûr. Il y avait genre un aigle, là. Avant, là, genre, chaque héros avait son animal. Ils ont tout effacé ça, sauf Superman, c'est ça qui marchait, parce que Superman, son chien avait des pouvoirs. Mais le chien de... Ah, man, ils ont même donné un suit. Ouais. C'est Bat Dog! What the fuck? Il y avait un flair hors du commun, il fait tous les trucs cachés, c'était sa force. Batman l'emmenait qui faisait des enquêtes qu'il n'arrivait pas à résoudre. T'avais le Bat Dog! Mais le seul qui fitait, c'est Crypto, le chien de Superman, parce que c'était un chien qui était d'origine de Krypton, donc il avait des pouvoirs de Superman. Donc Mais c'est comme dans Gardien de la Galaxie, ils ont un chien avec un bocal autour de sa tête. Ils l'ont mis dans le premier film, mais il n'y a personne qui le sait. Là, ouais, mais c'est un personnage d'univers de Gardien de la Galaxie. C'est un personnage qui fait partie de la clique. Là. Ouais, c'est ça. Et donc, le spin-off, pourquoi il est premier dans le classement, 7% d'avis positifs. C'était dans la période où Superman était en vogue, oui. Ils ont décidé d'ouvrir l'univers, mais ça n'a pas marché. Peux-tu me remettre l'article puis je vais avec le nom de l'actrice? C'est très important. Explique en attendant. Pourquoi? Ouais. Le scénario a aucun sens dans le sens que, contrairement au Superman, c'est un scénario très de base, très mielleux. Tu sais, c'est un scénario féminin. Tu sais, une femme qui se joue à super-héros. Comme moi, je suis une super-héroïne, je vais protéger ma ville. Il y a un méchant, je vais aller le frapper. Sans grande conviction. Tu viens de perdre ma page pour vrai, toi, là? Non, là. C'est juste qu'il... Et l'actrice qui a fait ça, ça lui a pété ça a pas aidé sa carrière, ça l'a repoussé longtemps. C'est Ellen Slater. Son jeu d'acteur était vraiment mauvais, était pas crédible, était genre je suis Supergirl, je vais protéger Metropolis. Elle avait aucun charisme, aucun jeu. Le scénario ne marchait pas, c'était très enfantin, très féminisé. Ça semble être sexiste, quoi que ce soit. Ils ont vraiment voulu faire une version féminin, vraiment intensif de Superman, vraiment pour toucher un autre public. Et ça a vraiment scrappé l'ambiance et l'univers de ça. Ça a été vraiment, à l'époque, ça a été un échec solide. Ça a même pas rentabilisé, je pense, le corps de la production du film. C'était un échec monumental. Monumental, tu sais? Monumental, voilà. Et écoute, le film vaut même pas le tour. Ils ont tout féminisé ce qui était Superman en femme. La kryptonite, je pense que si je me rappelle bien, c'est la kryptonite rose qu'il y a dans le film. Oui, la kryptonite rose. Tu sais, parce qu'en verte, c'est pas trop féminin. Tu sais, c'est ça. Puis je veux dire, outre que c'est l'actrice qui était belle, le reste, un peu comme le 20e dans mon classement qui est par Pamela Anderson. Écoute, on a vraiment parlé tantôt, mais Punisher a le droit à 3 films. Excuse-moi, je sais que j'ai dit ça, mais je veux juste faire une petite mention. Parce que le premier film, il était comme un peu avant le 20e. Et c'était par un acteur qui est quand même très bon de nos jours, qui est Lundgren, le méchant. Lundgren, ouais, il a jamais été un grand acteur. Là. Ben, il fait beaucoup de films d'action, c'est le méchant dans Rocky 4. Et ils ont tenté une première fois de faire un Punisher. Et c'est là que c'est parti, le fait que Punisher il fait partie de la blacklist des super-héros anti-héros qui ne marchent pas. Ils ont fait 3 films, les 3 films ont vraiment pas marché. C'était des 3 films très mitigés, surtout le premier et le dernier. Le deuxième a passé un peu mieux. Ben, le premier des années 2000. Le dernier qu'on fait, War, là, il a beaucoup moins passé, même si nous qui l'ont aimé pour le côté de l'action était meilleur. Je laisse faire mention parce que c'est un héros qui a quelque chose d'intéressant et qui est sous-exploité, mais là, ils vont offrir encore une chance avec la série, espérant que ça sort mieux. J'ai beaucoup d'espoir pour ça. C'était ma dernière mention. Je sais que j'ai une grosse chronique. Je vois que t'es épuisé. Mais sans plus attendre, on va aller critiquer notre film de cette semaine qui est le film John Wick. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Hey, vous êtes dans la zone non spoiler et cette semaine on critique le film John Wick, un film que j'ai adoré, un film qui m'a surpris, que j'ai vu plusieurs fois parce que je le trouve très bon et que j'ai écouté le 2 et je l'attendais avec impatience. Quand j'ai écouté, je l'ai adoré aussi et j'attends avec impatience le 3e parce que oui c'est une trilogie qui est annoncée. Le réalisateur a dit récemment qu'il était prêt à faire plus que 3 films. On sait pas si ça va aller plus loin, mais pour l'instant il y a une trilogie de prévue. C'est vraiment bon. Le réalisateur, c'est Chad Stahelski.
Je pense qu'il faut comme vraiment prononcer comme mot pour mot, comme Stahelski. Bref, c'est ce réalisateur-là Ouais, c'est ça. qui est connu pour... Écoute, il a fait le premier John Wick. Ouais. Il a fait le 2. Ah, ok. C'est ça. Ah, voilà. C'est ça. Comme vous voyez, il y a un grand parcours derrière lui. Mais c'est un début. Ouais, c'est ça, puis un Écoute, très bon début. Oui, effectivement. Puis ça a l'air que le 2 est encore meilleur, que je n'ai pas vu encore, mais j'ai très hâte de le voir. Ouais, faut que tu le vois, c'est malade. Avec comme acteur principal Keanu Reeves, que ça lui a permis un peu de refaire son image parce que dans les films qu'il faisait, c'était plus ou moins mitigé. Ouais. C'est surtout 47 Ronin, qui était censé être un film qui allait le remettre sur la map. Ça a été un des plus gros échecs de l'histoire du cinéma. Écoute, c'est Je effrayant. pensais pas que ça avait été un si gros flop. Hey, Fast and Furious, là, juste comme ça, là, il est déjà rendu à 900 millions, man. Tabarnouche. Hey, en une semaine, dans le fond. C'est effrayant. Bref, on revient à John Wick. Ouais. Avec Keanu Reeves, William Dafoe. Ouais. Lui, c'est son mentor, je me trompe pas. William Dafoe, c'est son mentor, je me rappelle. Puis, c'est lui qui joue voyons. Je pense que c'est son mentor. C'est le gars avec le sniper, c'est ça? Il me semble que oui. Bon, c'est son mentor, c'est ça. Qui est d'ailleurs lui qui fait le méchant dans Spider-Man 1. Oui, c'est ça, c'est lui. Okay, Un acteur qui a un look vraiment d'habitude de méchant, là. Ouais, puis il te fait des drôles de face, ce gars-là. Il est perturbant. Je l'avais vu dans, voyons, l'hôtel... L'hôtel. Il y a un film, une comédie, l'hôtel... Ah oui, l'hôtel! Ah Je sais oui! plus c'est quoi, mais c'est avec Ralph Fiennes, lui qui fait Voldemort dans Harry Potter, il s'occupe d'un hôtel. Ok, oui. Puis dans ce film-là, il y a un moment donné, il engage un tueur à gages, puis c'est lui qui fait le tueur à gages. Ah ouais? Ouais, puis à un moment donné, genre, il ferme la porte sur la main d'un gars, puis ses doigts tombent, il ramasse un doigt par un doigt, puis il met dans un sac, puis il s'en va, genre. C'est pour montrer qu'il est genre, ok, puis il parle jamais, genre, c'est comme la brute. Oh. Bref, c'est deux acteurs principaux. Il y a plusieurs autres acteurs, plusieurs secondaires qui sont peu connus. Ouais, écoute, un, c'était des noms pas prononçables. Ouais. Puis de deux, ben écoute, je t'allais voir, puis c'était vraiment des rôles très mineurs qu'ils faisaient. Ben, il y en a un qui est un des personnages, je voulais quand même mentionner, qui revient dans le deuxième, c'est celui qui s'occupe de l'hôtel Continental, Ok, ouais. qui est quand même relativement connu. Il a fait entre autres récemment aussi Barbe Noire dans Pirates avec 4, qui est un film mitigé. Mais c'est un acteur qui fait beaucoup de trucs comme ça, des films d'action, beaucoup. Il a un look aussi pour ça. Il était connu d'ailleurs dans Les Piliers de la Terre, où il faisait le prêtre. Ok. Ouais, quand même un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit de plus en plus. C'est le seul que je voulais mentionner que tu as oublié de mettre. C'est les distributeurs, c'est Summit Entertainment. Ouais. Production Thunder Road Picture. Ouais. On n'a pas d'anecdote malheureusement pour... J'ai rien trouvé. Écoute, c'est un film d'action qui. Tu sais, il y a beaucoup de films d'action qui sont comme des machines à saucisses qui. Ouais. Tu sais, il en faut un, là, ça remplit les trous comme au mois de mars, au mois de février, puis on sort ça, puis ça marche. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le réalisateur il s'est basé sur plusieurs films d'action qui existaient Ouais. déjà pour faire son personnage de John Wick et l'univers en tant que tel. Il a dit que c'est un grand amateur de films d'action. Il y a beaucoup de films cultes qu'il voulait reproduire. Il a fait un melting pot. Il a créé John Wick grâce à ça. Et c'est vraiment très bon. Je vais te laisser parler du budget. Écoute, dans le fond, c'est un budget quand même assez mince, mais tu sais, des fois pour les films d'action, t'as pas nécessairement besoin d'avoir 250 millions. C'est un budget de 20 millions qui est très raisonnable pour un Oui. film de cette envergure-là. Des fois, ils en font moins avec ça. Il a rapporté 88 millions. C'est quand même un très bon succès pour un film qui s'attendait peut-être à aller ramasser peut-être 30, 40 millions. Pour eux autres, c'est une réussite, d'où la raison d'un 2. Et pour le fun, le 2 a doublé le box-office. Aïe aïe. Il a fait 168 millions. C'est la preuve que la franchise fonctionne. Ouais, puis c'est pour ça que le 300 vient déjà. Ouais, écoute, puis il était même validé d'en faire plus, tu sais. Bon, on va commencer avec 3. Ouais, on verra bien. pour la suite. Parce que ça peut peut-être pas tout être bon. Ben, tu sais, ils suivent tout. Là. J'ai hâte le 3, j'ai tellement hâte de voir. Parce que le 2 est fini, t'es comme, ok, je veux voir le 3 tout de suite, je peux pas attendre. Mais il y a une esthétique qui est vraiment intéressante de ces films-là aussi. Comme le noir puis le mauve, là, c'est les couleurs. Là. Ouais, Quand je vois ces couleurs-là, je pense à John Wick. Là. l'effet de couleur, l'effet de lumière, l'ambiance. On va directement avec le film. Je te demandais qu'est-ce qui s'est passé des Keanu Reeves. Qu'on a dit, c'est un acteur qui, à ce moment-là, il avait un peu de misère avec sa carrière. Après Matrix, ça a comme un peu. Dégringolé, Un là, peu on peut se le dégringolé. dire. Il y a assez des gros films, mais à chaque fois ça marchait pas. C'est un acteur de films d'action. Et là, il revient dans un film d'action vraiment. En fait, pour ceux qui connaissent pas John Wick, je pense que c'est bien de le mettre en contexte. C'est l'histoire de John Wick, qui est dans le fond un ancien tueur à gages qui avait pris sa retraite. Et là, le film commence qu'il est au funérailles de sa femme Ouais. qui est morte. Et là, il revient chez lui et il reçoit un cadeau, un chien cadeau posthume de sa femme pour pas qu'il l'oublie. Et là, il est content, c'est son chien, tout ça. Puis il décide de. Mais au début, il est incertain. Là. Ouais, au début de certain, finalement, il est content d'avoir son chien. Ouais. Et il décide de faire une balade avec son chien.
Et il tombe sur des Russes à une station-service. Et là, c'est là que l'histoire part. Parce que là, les Russes veulent son auto, qui est une belle auto d'ailleurs. Tu sais, ça doit être payant, tu regardes. C'est ça, tu sais, une belle, je pense, une Charger, là, une belle Charger 70-80, magnifique. Et là, ils veulent l'auto et il veut pas la donner. Fait que là, le soir même, il se fait voler son auto. Et pour être sûr qu'il comprenne les messages, il tue son chien. Et là, John Wick pète un câble. Et là, c'est là qu'il décide de sortir de sa retraite. Et là, le film commence action par action, violence brute. Écoute, c'est une machine inarrêtable. On pense à chaque fois qu'il va s'arrêter, mais non, c'est. Ça tient en haleine tout le long. Et il y a une phrase qui est dit dans le film, je vais le dire en français parce que ça va être plus simple. Ça disait ce n'est pas le croque-mort, c'est lui qui tue le croque-mort. C'est le croque-mitaine. Oh, j'ai manqué ma phrase. Puis au début, il dit en russe, il dit ça, ça faisait quoi? Il dit ça veut dire croque-mitaine. Il dit c'est pas le croque-mitaine, c'est lui qui tue le croque-mitaine. C'est, ouais. Et, ben. Tu me demandais ce que j'ai pensé de Keanu Reeves? Oui, voilà. Moi, je l'ai trouvé bon parce que je le trouvais énergique. Ça faisait du bien de voir un Keanu Reeves qui était comme au sommet de sa forme malgré tout. Ben oui. Puis t'as l'impression, des fois, il y a des acteurs, tu le vois au visage, qu'il y a comme une conscience qui s'est créée. Puis écoute, j'ai trouvé vraiment Keanu Reeves tight dans son acting. J'ai trouvé super bon. Tu sais, il parle pas beaucoup, on va se le dire. Mais il a une prestance comme vraiment intéressante. Puis tu le sens que tu sens la colère qui monte dans le personnage. Ben puis je trouve que il est capable de jouer neutre, puis la colère en même temps. Sérieusement, je l'ai trouvé vraiment cool là-dedans. Moi, je te demandé. Ouais, ça, de prime abord, c'est l'acteur qui a pas dans la matrice, j'avais pas vraiment vu dans des films intéressants. T'as jamais vu le film avec Sandra Bullock avec l'autobus, ça s'appelait Speed? Non, j'ai pas vu. C'est un autobus incontrôlable. Pis... Ok. Mais c'est super bon. Ok. J'avais vu les 47 Ronin, que je m'attendais à quelque chose d'intéressant. Ben non, c'était à couper le souffle. Et j'ai trouvé ça quand même relativement correct. Mais là, au début, j'avais pas le goût de voir ce film-là. Okay. Et même l'histoire de base, il perd son chien, il est en crise, il décide d'aller tuer tout le monde. T'es comme, ok. La prémisse de base, ça peut paraître. Même la première fois que j'ai vu la bande-annonce de ce film-là, j'ai fait. C'est la même réaction que j'ai eue, j'étais comme vraiment pas sûr. J'ai essayé de passer un peu ça avant de le voir. Je l'ai écouté chez des amis après que ça plus au cinéma. Et j'étais vraiment surpris. Et Keanu Reeves m'a conquis. Écoute, son jeu est vraiment fou parce qu'il peut passer d'un côté très neutre à très agressif et violent, mais tout en restant calme. Mm-hmm. Il a un sang-froid vraiment inégalé, voilà, tout le long du film. Et à chaque fois, tu te dis. Il y arrivera pas, c'est impossible, là, il est tout seul. Là, comment tu le sais que il va réussir parce que c'est un film, ouais. Mais tu l'oublies. Ouais. Ça, absolument, c'est un signe de qualité de film. C'est vraiment bon. Écoute, l'acteur m'a surpris, j'ai adoré. Comme on a dit, on ne veut pas parler beaucoup d'acteurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont mémorables. Même le méchant en tant que tel, il n'est pas très mémorable. Ah, non. Il est juste effrayé que John Wick vienne botter de cul. Là. Ouais, on en reparlera tantôt dans notre critique. Mais on a mis un autre acteur qui est William Dafoe. Dafoe, ouais. Le œil est muet. Ouais, Dafoe. Et qui est à la fois le mentor de John Wick qu'on apprend rapidement dans le film. Et qu'à un moment donné, il va être engagé. Ben là, je veux pas spoiler, mais en tout cas, bref, il va avoir une importance dans l'histoire de John Wick. Mm-hmm. Et je te demandais qu'est-ce que tu pensais de cet acteur-là, puis c'est un acteur qu'on voit quand même souvent. Il est reconnu pour faire des rôles de méchants. Il fait beaucoup de rôles, tu sais, il était dans le jeu Beyond Good. C'était quoi? C'était Beyond Good. Le film par les gars de Heavy Rain. Je sais pas si t'as déjà joué. Non. C'était une chance, c'est vraiment bon. Là. Okay. J'ai oublié le nom malheureusement. Beyond Two Souls. Ah, c'est ça. Ça vient de me revenir, je suis content. Moi, écoute, il est pas là longtemps, là, on va se dire. Là. Ouais. Là, 10 minutes dans tout le film. S'en sort bien. Écoute, il est sur pilote automatique, par exemple. Il fait ce qu'il sait faire. J'ai pas tant de commentaires à donner, malheureusement, sur William Dafoe. Ben, c'est un personnage qui est secondaire, mais en même temps, il a son importance, il a un impact dans l'histoire. Son rôle qu'il fait, je l'ai trouvé intéressant. Parce que, je veux dire, sa personnalité, on va en parler un peu plus loin dans la critique plus ouverte, mais il apporte de quoi au personnage principal. Parce que le personnage principal, comme je dis, il reste neutre, calme, mais dans les rares moments, ses émissions sortent, et un de ces rares moments-là, c'est quand ce personnage-là revient dans sa vie et qu'il a un impact, il va avoir des réactions par rapport à ça, et que ça va permettre de mieux voir le personnage principal. Ça ajoute un ajout important au personnage qui fait qu'on le trouve plus humain. Grâce à lui. Fait que, dans le fond, en tant que tel, son personnage est là pour agencer l'autre. En tant que tel, il est très secondaire, mais en même temps, il y a une importance. C'est comme je le vois, je le trouve intéressant pour ça. Et comme je dis, il y a un autre personnage que je voulais faire mention, parce qu'on le revoit dans l'autre, qui est celui qui s'occupe de l'hôtel, la place des
Je sais que tu me regardes. La place où que les tueurs à gages peuvent aller, c'est la zone nord, c'est comme la Suisse, on peut dire. Il y a comme des hôtels un peu partout à travers le monde où c'est une zone où les tueurs à gages peuvent aller là, ils ont des services, tout ça. Et arrête de me regarder de même. Et ils sont en sécurité. Et c'est lui qui gère ça. Et je trouve qu'il y a un look vraiment badass dans ce film-là parce que il fait comme une espèce de mafieux, genre. C'est comme si tu fais une connerie, genre t'es mort là, tu sais. Puis il est vraiment un look menaçant, tu sais. Il est souriant, il est sympathique, tout ça, mais en même temps tu sens qu'il est menaçant. Puis je voulais en parler parce que c'est un acteur que je trouve vraiment bon. Et là-dedans, il y a beaucoup plus d'importance dans le 2, mais dans le 1, il y a quand même d'importance. Et il m'a marqué. En règle générale, qu'est-ce que t'as pensé du film? C'est un de mes films préférés mettons, si on va des années 2010 à 2017 là, pour l'instant. Et on n'a pas fini. Hein? Ouais. J'ai trouvé ça, c'est un de mes films préférés d'action. C'est bon, c'est original, les couleurs, c'est le fun. Les décors sont variés, ça va pas tout le temps dans la même. T'as pas l'impression d'être tout le temps dans le même environnement. Il y a vraiment une part artistique au niveau des angles de caméra que j'ai trouvé intéressante. J'ai trouvé le scénario quand même de base. Là, oui, il tue son chien au début, là, c'est peut-être ça le twist différent. Mais c'est vraiment de l'action de bout à bout. C'est vraiment bon. C'est vraiment intéressant. Puis si tu es un amateur de films d'action, faut que tu mettes ça dans ta liste à écouter. Ça fait partie des meilleurs films de Kenny Reeves, sans doute. Écoute, je voulais dire la même chose, ça fait partie des meilleurs films de Keanu Reeves, c'est fou. Moi, ça fait partie de mes tops de mes films d'action de tous les temps, c'est vraiment bon. Oh, ouais. Écoute, à la base, comme je t'ai dit, il m'intéressait pas ce film-là, mais quand j'ai décidé d'écouter, oh mon dieu, j'étais genre, oh mon dieu, c'est vraiment bon, c'est surprenant. La prémisse de base, faut pas s'arrêter là que le gars il perd son chien puis il est en crise, ça va plus loin que ça. C'est une prémisse. Ouais, c'est une prémisse. Puis l'univers il est vraiment intéressant, il est profond, puis il y a beaucoup d'éléments que tout le long du film, il nous laisse pas beaucoup d'explications. Mais on voit que c'est prévu, qu'il y a du contenu. Dans le 2, ça continue comme ça. On apprend plus d'éléments. Parce qu'il reste quand même mystérieux, John Wick, tout le long du film. Ouais, c'est ça. Spoilers. Là. Parce que on est comme à la fin de sa carrière. Puis, il y a un véhicule derrière, puis on a peur de lui. Puis c'est dans le film tout le long, c'est ça. On va en reparler plus loin dans le spoil. Mais en original, c'est un film qui m'a surpris, qui est super et qui est très bon. Une mise en haleine du début à la fin. Une esthétique vraiment surprenant. Le jeu des couleurs, le noir mauve, noir mauve, les angles cool. de caméra, les scènes d'action, la façon qu'il se bat aux armes à feu, c'est unique en son genre, c'est vraiment ça a l'air d'une chorégraphie mais en mettant non, c'est comme tellement fluide, tellement bien synchronisé. Ouais, tu le vois qu'il n'y a pas d'effets spéciaux vraiment. C'est ça là, c'est comme vraiment bien fait là, c'est de la chorégraphie là. Non, c'est débile là, moi j'ai adoré ça. Mais vraiment pour expliquer plus en détail le film, on n'a pas le choix vraiment d'être dans la zone spoil. Alors, sans plus attendre, on va se côté spoil. Attention, la session qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la session qui suit concerne les spoilers. Alors, on est du côté spoil. Alors, ici, on va parler vraiment de ce qu'on a aimé du film ou ce qu'on a détesté et tout ce qui nous a marqué du film en règle générale. Et donc, sans plus attendre, je vais te laisser aller pour une fois. Souvent, je pars en premier. Puis, j'aime ça faire des variétés. Je sais que ça te surprend des fois quand je fais ça, mais j'ai goût de te laisser aller en premier pour avoir ton opinion. Moi, comme je te disais un peu plus tôt, c'était pas un film que j'attendais. Aucunement, les bandes annonces m'avaient pas convaincu. M'avaient juste laissé vraiment indifférent. Et moi, je l'ai écouté comme je dis souvent, un dimanche d'après-midi de pluie. Puis écoute, sérieusement, j'étais assis sur le divan, puis j'ai écouté de bout à bout. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un film d'action. Tu sais, maintenant qu'il n'est pas full blockbuster, qui m'accroche autant du début à la fin. Puis c'était le fun de voir Kenny Reeves, genre dans ce style de film-là. On dirait que je m'ennuyais de ça. Ça fait du bien des fois des petits films d'action aussi. Tu sais, c'est de tout le temps un gros film là, avec des explosions, des effets spéciaux à gogo, puis tu sais. Ça fait du bien. J'avais le goût d'un gars qui est juste comme pas arrêtable puis qui va tuer tout le monde. Puis parce qu'il est juste fucking badass. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Puis ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'assume de A à Z. Puis moi, écoute, je pourrais te relater 50 scènes du film tellement que j'ai aimé ça. Mais ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est captivant du début. Et moi, là, souvent, comme je disais souvent avec des séries, quand tu m'intéresses dès le départ, tu peux m'avoir jusqu'à la fin sans problème. Et ce film-là a été capable d'aller chercher ça. Et je trouve que c'est important. Je pense que ce film-là donne quand même une certaine leçon aux films d'action actuels de des fois arrêter de tout le temps vouloir faire trop. Fait que, excusez-moi pour le moment de silence. Fait que
Max a regardé des photos tout nues de sa blonde, désolé. Ouais, commence-moi pas ça, toi, tu vas me mettre dans la merde, hostie. Mais sérieusement. Je sais pour ton bien, Max. Ouais, c'est sa mère, écoute ça. Je suis dans la merde. Mais, non, fait que c'est ça. Pour vrai, c'est un de mes films d'action préférés, puis je peux le dire sans conteste. Est-ce que tu veux que je te dise une de mes scènes préférées? Ben, écoute, je vais relancer ça, puis on va se relancer. Ouais, vas-y. Comme toi aussi, c'est un film que j'ai écouté de même, là, par choix. J'ai accepté. On a fait un vote chez mes amis, on a fait comme on prend ce film-là. Mais tu l'avais-tu écouté avant même qu'on commence le podcast? Je suis curieux. Avant le podcast, non. C'est pendant le podcast? Non, je dis, c'est avant le c'est Avant qu'on commence le projet, je Ouais, pense. c'est ça, avant le projet, oui, je l'ai écouté. Ok, j'étais curieux. Ouais, ok. c'est ça fait un certain temps déjà. Et j'ai écouté avec mes amis, écoute, j'avais pas d'attente, j'ai commencé avec les films, je suis comme, ok, je suis comme, oh mon dieu. Puis, rapidement, j'ai resté accroché au film, je voulais en voir plus, puis les scènes me jetaient à terre, les scènes de combat sont débiles. La scène quand il va dans le club chercher le fils russe qui a pété la gueule, qui a volé sur le toit, puis il a tué son Avec chien. les potes, là. Qui est joué par l'acteur qui fait Theon Greyjoy dans Game of Thrones, by the way. Ok, ouais, je le connais pas. Ah ben il est pas très connu à part pour ça. Et là il va dans le club, là, il arrive devant le doorman, il fait hey salut comment ça va tout ça, il dit va tanker parce que ça va bouger. Il fait ok c'est bon. Il s'en va puis il rentre avec ses guns. Il s'ostine même pas. Ouais hein. c'est ça, tout le monde le connaît. Tu sais, tout le long du film, quand quelqu'un prononce son nom, les gens ont peur de son nom, tu sais. Tu sais, même quand, au début du film, quand il se volait son auto, tout ça, son fils il est fier, il va montrer ça au garagiste, il dit peux-tu me changer d'auto? Puis il dit tu es prêt à qui? Il dit ben John Wick. Il gifle, fait genre t'es malade, fais pas ça. Puis il est comme ok, je m'en vais ailleurs. Il voit son père, il dit ouais, j'ai pris l'auto, puis j'ai tué le chien à John Wick. Il fait t'as pas fait ça! T'as pas fait ça! On l'appelle le croque-mitaine! Le tueur de croque-mitaine! T'es malade, là, il va vouloir te tuer, c'est certain. Il dit, ben ouais, mais faut-tu me protèges? Inquiète-toi pas. Il y a une escouade de tueurs chez eux, puis John Wick les pète. Ben, c'est ça ma scène préférée moi du film, c'est quand justement c'est tous des agents avec les guns, avec masque, cagoule noire, très classique, qui rentrent là. Hey man, les chorégraphies, hein, des marches! Damn! Hey, c'est violent, puis c'est sanglant! D'où tabarouette, écoute, je peux pas comme bien décrire une scène d'action comme ça, mais ça tu décolles ça la maison de John Wick au début, oh boy, hein. Mais sérieusement, c'est vraiment cool comme scène, c'est tu prends, tu sais, c'est le genre de scène que tu respires puis t'arrêtes pendant 3 minutes. Écoute, c'est ça back à back, puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a tout le temps une façon originale de les tuer pareil. Puis c'est tellement brutal! C'est comme, ça c'est brutal! C'est de la... Ah écoute, c'est violent. L'homme en moi est ressorti. C'est violent et gratuit, puis je veux dire, c'est juste fou comme scène. Moi aussi je l'ai adoré, mais j'ai trouvé que j'ai été plus marqué par la scène du club parce que j'avais vu une vidéo qui c'était un encounter, dans le fond, son ratio de balles par kill. Ouais. Puis dans le club, il y a un ratio parfait, genre c'est comme une balle .2 par kill, genre. Parce qu'il arrive dans le club, puis genre il tire en moyenne une balle par cible à 2 balles pour tuer tout le monde, puis genre il avance comme tac tac. Ouais, tac, des fois, ça va tac. être comme j'en tire une dans la jambe puis une dans la tête, tu sais. Genre, dans la jambe, il tombe à terre, il tire une balle dans la tête. Puis tout le long, c'est le même. Puis il change d'arme, il recharge, il pogne le monde, casse le bras, il le met à terre. On dirait qu'il y a tout avec lui, ses coups, c'est irréel comme combat. Puis il bute tout le monde, puis quand le jeune le voit, puis il commence à penser à quoi, il continue à suivre, il court même pas, il fait juste genre marcher, puis il descend le monde, puis il revoit d'autres gars, puis il a peur. C'est comme, il est inarrêtable, il donne l'image d'être inarrêtable, intuable, puis c'est vraiment fou. Puis alors, quand il réussit à s'enfuir ce bout-là, c'est là que ça en fait encore plus intense, parce qu'il va voir le russe, puis il dit écoute, j'ai rien contre toi, mais je veux ton fils. Il dit, tu me dis où ton fils, puis je te laisse vivre. Puis il dit ok, fait que là il dit ben, il finit, je pense, par. Si je me rappelle bien, il finit par accepter. Ouais, il finit par accepter, il fait ok, mon fils est à telle place, fait que là, il va là, puis c'est genre un petit entrepôt, il y a comme quelques gars avec des armes. Puis je pense que c'est là qu'il joue à Call of Duty, genre un truc du genre. Ouais, t'es en train de gamer, je pense que c'est Hello. Ouais, c'est genre Hello. Puis il arrive, puis il rentre dans la place, puis en 30 secondes, il tue tout le monde. il tue tout le monde, puis il s'en va. Là, t'es comme là, t'as l'autre scène, t'es comme le russe qui est chez lui, comme ah non, je peux pas laisser faire ça, j'ai pas le choix. Il appelle, fait comme ok, tue John Wick, genre. Essayez en tout cas, là. Puis là, il s'est encore attaqué, il bute tout le monde, il court après le père. Et ben, je vais te laisser compter à la fin parce que c'est épique aussi, là. Non, vas-y, je te suis pour vrai, je vais t'embarquer. Il y a comme une poursuite à la fin, puis là, de mémoire, ils se battent dans une auto, c'est ça? Écoute, en toute honnêteté, là, je vais de mémoire parce que le film, j'ai pas été capable de le trouver sur internet, puis j'ai pas été capable de. Il est pas sur Netflix. À la fin, c'est une poursuite Ouais. de véhicule, je pense que c'est genre un quai, je me rappelle bien, parce qu'il se réunit sur un quai,
Puis parce qu'il veut faire une entente avec John Wick, puis dans le fond c'est un piège. Puis finalement il part en courant, puis il se poursuit en auto. John Wick va genre d'auto en auto, buter tout le Oui, monde. oui, dans le parking. Ouais. Oui. Puis à la fin, genre, il sait le pitcher à terre, puis il est comme, ok, c'est bon, regarde, j'arrête de te. Si tu me laisses vivre, j'oublie tout ça, tu peux t'en aller. Hey, en passant, t'as-tu que Keanu Reeves faisait ses propres cascades? Moi, je savais pas. Non, c'est vraiment lui qui est fait. Mais Un peu à la Tom Cruise, là. C'est démentiel, puis il tue genre le gars, puis il s'en va, puis c'est genre sec. Puis je veux dire, c'est comme il a fait un méga carnage, il a cligné toute la map. Puis s'en va. Moi, c'est ça aussi qui m'a fasciné, genre à la fin, il s'en va. Il a fini sa job, Ouais. tout est clean. Puis, tu sais, ça aurait pu rester de même, mais non. Ils ont décidé de faire une suite parce que ça avait un potentiel. Puis je veux dire, là, il y a une trilogie de prévue, mais ça finit comme. Puis je veux dire, là. Il aurait pu pas en avoir deux, puis ça aurait marché. Ah, c'est. Écoute, les scènes d'action, il faut le voir pour le comprendre. C'est. Et tu sais, moi j'ai pas vu le 2. Est-ce que le 2 est un peu plus dark ou Ben, on reste dans la même ambiance? c'est aussi dark, même je dirais que il augmente encore le niveau de violence. Ok. Les combats sont encore plus violents. Là, c'est aucun spoil, mais pendant une scène de combat, à un moment donné, il n'y a pas d'armes. Fait que pour se défendre, il prend un stylo puis il se bat avec un stylo. Ok, arrête là. Je sais pas ce qui se passe, je sais juste que son arme c'est un stylo. Écoute, c'est débile là. Puis les scènes c'est fou, puis parce que le premier, on découvre un peu l'univers de John Wick, mais le 2, je veux pas spoiler, mais je veux dire, on comprend vraiment l'univers complet des tueurs à gages, c'est vraiment fou. Même à un niveau, c'est absurde, tellement que c'est projeté. C'est poussé. Là. Ouais, c'est ça, tu vas comprendre, là, c'est vraiment poussé à intense. Là. Mais tout ça pour revenir au premier, que le premier est vraiment bon. Écoute, je pense qu'on a. On a mentionné les trucs les plus fous. Et on a skippé les scènes où on voit le mentor de John Wick, où qui, au début, s'est engagé pour tuer son. Dans l'église, c'est ça? Euh, Quand John Wick est attaché dans l'église. C'est ce qui vient le sauver. Ouais. Il s'est engagé avant, puis là, il est attaché dans l'église, il est comme mal pris. C'est le seul moment où on pense qu'il va crever vraiment. Puis t'as juste son mentor qui avec le sniper, il le vise. Finalement, il baisse, il tire l'autre à côté, puis là, ça permet de s'en aller. Mais son mentor est là, puis là, à la fin, le russe, il est pas content, il va le vendre dans son appart, puis il le torture, Ah puis il oui. le tue. Puis il appelle John Wick, il dit je viens de le tuer, c'est pas que t'avais la même chose, genre rends-toi, un truc du genre. Puis là, il est comme, laisse-le que tu venir en fois, tu vois des émotions de John Wick, il est comme en crise, là, il est genre. Ouais, là, c'est une bonne idée. Pompez-le, là. Pompez-le. Ouais, c'est là, vous l'avez pompé, là. T'es encore plus en crise, puis. Il y a une image ils disent pas le premier, il appelle le croque-mitaine, mais dans le deuxième, il y a un gars qui l'a connu qui dit on le surnommait le diable. Ok. Parce qu'il était inarrêtable, il tuait tout le monde sur son passage. Hey, combien... Toi, tu l'as vu le ratio, il tue combien de monde à la fin du premier film, sais-tu? Ah, je me rappelle plus, mais c'est un magnifique ratio. Ça doit d'être 200, 300. Ah, écoute, ratio, c'est débile, là. C'est fou parce qu'il tire une balle à 2 par kill, puis c'est tout synchro. Wow. Écoute, j'ai tellement aimé ce personnage-là, dernière parenthèse, après on a notre note, Ouais. qu'il y a un jeu qui s'appelle PD2, que j'ai beaucoup joué, et il y a un des personnages, c'est John Wick, ils l'ont mis. Ah ouais? Ouais, tu peux jouer John Wick, moi je l'ai pris. Puis Ça c'est- fait ça un esti de bon jeu, tu sais, dans le genre style Max Payne, là. Ouais. Ça pourrait être cool, ça. Écoute, PD2 c'est un jeu où tu es des voleurs, tu as des vols de banque, tout ça, et tu peux jouer John Wick. Et pour la sortie du deuxième film, ils ont fait un DLC où tu as ses armes, puis tout. Puis ils ont fait un trailer, puis tu as juste les scènes du film où genre, il fait son ratio dans le club, puis genre, il bute tout le monde à coup de deux balles, puis il change d'arme. Tu sais, t'as pas vu le 2, mais en tout cas, il change souvent d'arme dans le 2, mais dans le premier aussi, mais pas tant que ça. Mais il y a comme plein de fusils sur lui, il fait juste changer d'arme, c'est vraiment démentiel. Puis là, j'ai goût de jouer à PD2 à cause de ça, parce que je veux être John Wick, tu comprends? Je veux buter du monde avec John Wick. C'est juste trop démentiel. Il faut vivre pour le comprendre. Bref, ta note. Je donne un 1. Je trouve que ce film était minable. C'est de la Tu torture. as donné 2.5 à Star Wars Rogue One. Tabarnak! Non, mais sérieusement, tu vas peut-être être surpris de ma note. Elle est quand même élevée. Je donne un 4 sur 5 pour vrai. Facilement, parce que c'est un des meilleurs films d'action qu'on a eu l'année passée, ou 2015, hein, je pense. 2000. 15. Ouais, Est-ce que c'était un des meilleurs? Puis écoute, j'avais vraiment capoté. Puis c'est vraiment un bon film d'action. Puis écoute, 4 étoiles, il y en a qui vont dire tabarouette, c'est élevé. Mais quand t'as le droit à des films de même que tu t'attends à rien, puis qu'il y a de l'amour en arrière, ça donne des films de qualité comme ça. Ah, écoute, je suis tellement d'accord avec toi. Toi, tu donnes combien, Mathieu? C'est un film qui m'a surpris. Écoute, je m'attendais vraiment pas à ça et c'est devenu un de mes coups de cœur. J'aime ça réécouter. J'ai écouté quelques fois à date et j'adore ce film-là. Comme toi, je donne une note assez élevée. Même si d'habitude je donne des notes assez élevées contrairement à toi. Ouais. C'est un film que j'ai adoré, je le répète. Kenny Reeves il est surprenant, il est revenu, il a repris du poil de la bête, comme on dit. J'ai hâte de voir dans d'autres films tellement que je l'ai mis dans sa performance-là. Il est super bon. Je donne un 4 sur 5. Ah, même note que moi? Ouais, un 4 sur 5. C'est dans mes films cultes d'action. Là. Écoute, là-dedans, t'as les Die Hard, t'as les Missions Impossibles, puis t'as les Fast and Furious, mais t'as
t'as John Wick qui est là-dedans. Parce que c'est un film d'action culte. Et écoute, c'est rendu le mot de la fin. Ouais. Vous pouvez me suivre moi sur mon Facebook, Mathieu Becpévo. Vous pouvez nous suivre sur la Ligue des Cinévores, Facebook, Twitter, iTunes, RZO, Digipod, Balado Québec, Pod Québec. Est-ce que j'en oublie? iTunes, YouTube. YouTube, j'ai oublié YouTube. On est rendu maintenant sur Pod Québec depuis récemment quelques jours. Max a fait Les démarches. et voilà, on a encore une plateforme de plus pour vous. Pour vous! Et comme on a mis dans notre nouvelle pub pendant l'épisode, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce pour nous aider. Ça Si nous vous n'avez aide. pas remarqué, retournez au milieu de l'émission et écoutez-la. Alors, Et bref, Max, on va le dire, on peut te suivre sur Twitter et Facebook. ouais, exactement, mon nom. Je sais que t'es un peu fatigué, donc je le fais pour toi. Et écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Restez à l'afflux et n'hésitez pas à commenter. Yeah! N'ayez pas peur, laisse-moi danser toute la journée. Ça va être des teasers pour le...